Comment vis-tu sans réseaux sociaux? C'est ce que je voulais savoir. Comment fais-tu? Comment? Je ne me souviens pas. Je crois que c'était l'an dernier. Tu sais combien d'heures tu passes sur ton téléphone? Oui, oui. Oui, c'était lors d'un déclic, en voyant quelqu'un parler du temps d'utilisation. Pour moi, c'est beaucoup. Mon frère, ça ne colle même pas. C'est genre, j'ai passé 13 heures sur Instagram, 7 sur YouTube, 14 sur WhatsApp. Ma journée a... 63 heures, hein? Comment j'ai fait ça? Je n'arrive même pas à imaginer comment j'ai fait, mais c'était vraiment beaucoup. Et à chaque fois, ça commençait déjà à m'embêter. Je crois que tout le monde connaît ce sentiment quand tu fais défiler Instagram et réalises que tu viens de perdre une demi-heure pour rien. Ouais, mais moi je me fixe des horaires. Je vais rester 10 minutes quand les 10 minutes sont passées. Je reste 5 minutes de plus. Voilà, j'ai commencé comme ça. Tu mets le truc. Je ne mets pas le rappel dans 2 heures, non. Dans 2 heures, le temps d'écran s'affiche. Je me dis, ignore, je m'en fous. C'est moi qui ai créé ça. Je sais, je suis le maître de mon temps. Ce n'est pas ma mère. Alors je faisais ça. Alors j'ai dit, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est pas possible, quoi. Tu déverrouilles le téléphone, ton doigt agit déjà automatiquement. Non, ce n'est pas... Maintenant, j'ai supprimé. Ça fait presque 1 an. J'ai supprimé l'appli il y a 9 ou 10 mois. Elle reste seulement sur l'iPad. Il demande. Mesdames et messieurs, ce n'est pas le plus attendu, mais c'est celui que je voulais vraiment enregistrer. Trouver Afonso est difficile. Et il faut que je dise un truc. C'est aussi un sujet. C'est un sujet un peu facile, non? Le sujet facile? Oui, c'est un ami, donc c'est facile. Non, au contraire, c'est le sujet qui m'inquiète le plus. Tu jures? Je vais t'expliquer. Quand j'invite Kim Kataguiri ici, tu as compris? Va te faire foutre. Quand j'invite Afonso, je veux qu'Afonso revienne. Alors, si je fais un sujet facile, il va dire « Putain, je suis allé là-bas, le mec m'a juste donné un café, il a eu 1 million de vues et il est parti, va te faire foutre ». Donc, je dois apporter d'une certaine manière un certain savoir. La discussion, c'est comme ça. Je veux que tu partes d'ici en disant « Putain, j'ai aimé ». Ou alors « C'était différent de ce que j'ai dit ailleurs, il faut que tu partes ». Alors, je disais, mec, rappelle-le, ouais. Je vais dire « Mec, j'ai pas de créneau, mais là, c'est l'inverse, j'ai compris. Tu essaies de m'envoyer des messages, allons-y ». Voyons voir comment c'est. Putain. Afonso, c'est un peu chaud, mec. Cette semaine, c'est un peu... On voit ça une autre semaine, tu comprends? C'est vraiment toxique chez moi. On se parle, hein? On se tient au courant? On se tient au courant? Comment tu vas en mai 2028? Eh bien, toi, putain mal, c'est vraiment dur là-bas. Mais ça m'a fait un bien fou. Ouais, c'est comme si je t'accueillais avec... Rafinha était venu ici. Rafinha est déjà venu ici combien de fois? Ici, dans cette émission? Oui. Je pense environ 6 fois. Et moi, je suis allé combien de fois chez Rafinha? Environ 8 fois. 8. Et c'était quelque chose? Il t'en doit encore 2. Il m'en doit 2. Ou si on ne compte pas Rafinha, il a déjà payé. La 3e, il avait déjà payé la suivante. J'ai déjà payé, je n'en veux plus. Bon, messieurs, Afros Padilla est, en plus d'être mon idole, l'une de mes plus grandes idoles dans la comédie. Et Il veut vraiment que je revienne. Ce gars est doué pour... je pense que toi, mais tu as déjà vu une interview de moi quelque part, genre quelqu'un demandant, qu'est-ce le gars que tu préfères? Je parle de toi, je parle toujours de toi. Je parle de toi, je parle de Murilo, je parle de Thiago, je parle de Fabio, je parle de Rafinha, évidemment. Il y a un groupe que j'aime bien parce que c'est une bande qui a le même ADN comique, et c'est l'ADN du texte, l'ADN du travail, d'écrire énormément. C'est de là que je viens, voilà. Souffrir, tu vois. Les gars qui souffrent, tu vois. Qui souffrent avec la comédie, que la comédie... Bon, les gens pensent que pour nous, la comédie, c'est... Mec, ils sont super drôles, ils montent sur scène et ils racontent n'importe quoi, mais ils ne savent pas que pour toi, c'est presque comme si tu allais chez le dentiste. Ouais. Et quand ça rate, tu vois comme on se sent mal. On te dit juste, ça n'a pas marché. Mais à la fin, le gars ne dîne même pas. On va dîner? Non, on ne va pas dîner, je vais rester seul, je veux juste souffrir. J'ai raté le penalty. Ouais, c'est exactement ça, mec. Les gens, c'est parce que... Mais tu sais ce qui est dingue? J'ai reçu un message d'une amie à moi là-bas au Portugal. Elle regardait l'émission de Kevin Hart. T'as vu cette émission de Kevin Hart? C'est vraiment génial. J'ai seulement vu le premier épisode. Je suis complètement contre la compétition de stand-up. Vraiment. C'est génial comme il a su rendre ça agréable malgré la compétition. Et la fille a dit que ce n'était pas du stand-up. Elle a envoyé un message en disant ça, genre « Merde, je ne savais pas que c'était si difficile de faire comme ça. Je pensais que c'était juste... » Je vais faire une pause. Si tu veux comprendre ce qu'il dit, regarde ce spécial. Enfin, ce n'est pas un spécial, c'est une émission de télé-réalité. C'est une émission de télé-réalité de Kevin Hart. Qui s'appelle... Hashenobico sur Netflix. Non, pas ça. Là, tu vas voir comme c'est difficile. Je sais que t'es maçon, tu te lèves à 3 heures. Il y a toujours ce gars, le maçon qu'on cite toujours, debout à 3 heures du matin. Oui. Mais... Quand on parle, ça nous empêche de nous plaindre, non? Impossible. Ce maçon gâche la comédie.
D'accord. Bon. Non, toute personne qui travaille plus de 4 heures nous enlève le droit de nous plaindre, mec. Ah si, on peut se plaindre. Si tu te plains de n'importe qui, Tu vois déjà la personne dire « mais mon fils se réveille à 3 heures du matin » et tu te dis « bah je ne peux pas me plaindre ». Mais bon, c'est pour ça qu'on ne se plaint qu'entre nous. ouais, ou moi jamais. Je me plains près d'un mec en CDI. En fait, je commente sur YouTube de gens très riches. Oh, mon jet privé, toi. Et moi qui ai passé 4 heures à écrire un texte Il faut donc trouver quelqu'un dont la vie est meilleure que la tienne. pour que tu puisses te plaindre. C'est ça. Tu dois continuer à chercher. Sauf que je ne le connais pas, je connais juste son nom, humoriste. Marsal. Alors non, mais tu connais Pablo Marsal. Tu ne t'exposeras pas juste parce que ta vie est meilleure. Non. Va sur sa chaîne pour écrire. Tu te plains, à Primo Rico, les intérêts sont si difficiles. Et moi, j'ai passé 3 heures à écrire sur Michael Jackson. C'est comme quand toi, je me souviens quand j'ai commencé à faire une thérapie, et puis je suis sorti d'abord ma première séance en présentiel. Je faisais en ligne pendant la pandémie, comme tout le monde. Je suis allé en présentiel, j'étais dans la salle d'attente. Un gars complètement fou est sorti, vraiment. Ouais, il était vraiment fou. Là, j'étais en mode, je peux pas entrer après lui. Je vais me plaindre, je suis un peu triste. Le gars mordait le coin de la table il y a un instant, tu comprends? J'ai un problème avec ma thérapeute parfois. Je suis en séance. Elle le sait, je parlais avec elle, mais peut-être que ma conversation est si ennuyeuse qu'elle regarde son téléphone. D'accord? Un jour, je parlais avec elle et elle m'a dit, j'ai demandé pourquoi tu regardes ton téléphone. Elle a répondu non, c'est parce qu'il y a des patients qui veulent un peu se suicider. Alors j'ai dit, putain, c'est chaud, mais sur mon créneau, ouais, c'est le jeudi de 3 à 4 heures, qu'il se tue pendant son créneau, sinon c'est pas éthique. C'est une priorité aussi, non? Mais c'est mon créneau et ça m'embête. Et toi, tu t'es pas senti mal? Moi, si. Non. Non, car chaque fois que j'aborde un sujet et qu'avant moi, il y a un patient complètement amoché, non, mec. Du coup, je reste comme ça. Mon problème est bien moindre, tu vois? Ouais, mais alors aussi, est-ce qu'il ne va pas être vénère, ce gars qui essaye de se suicider, si j'appelle de 3 à 4 jeudi, qui est son créneau, pour dire, alors, je sais pas si je mange du quindim. Évidemment qu'il va être vénère, comme le salarié quand on se plaint, Tu comprends? Au fond, tout le monde a les mêmes problèmes, car au fond, un problème, ça ne parle que de soi. mais il faut que ce soit pire, non? Mais comment tu sais, puisque tu ignores ce qui se passe dans la tête de la personne? Non, non, non. Mais on parle de façon comparative. Genre, Tu mets, il n'y a pas de problème, parce que, mec, parfois je me sens seul. Puis il y a un autre gars qui entend une voix dans sa tête qui dit « Je vais me suicider ». Hé, suicide-toi. Qu'est-ce qui est pire selon toi? Toi qui te sens seul ou celui qui va se cogner la tête en courant vers un clou? le problème, c'est qu'on imagine comment ce serait pour nous, sans savoir si son problème est mieux, pire ou différent. Je pense que je préfère la pointe du clou plutôt que de rester seul. Non, Je crois que oui. Dans ce cas, oui. Dans ce cas, oui. je pense que c'est spécifique, mais aussi pas tant, mec. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui... Où est-ce qu'on en arrive? On en arrive à des maçons qui sont heureux et des humoristes qui sont tristes. Tu crois que parce que le gars s'est levé à 3 heures du matin, il est triste, et que parce que toi, tu fais de la comédie, tu es heureux? Tu n'en sais rien. Non, mais je ne pense même pas ça. Mais je ne pense pas non plus que la personne qui se lève à 3 heures du matin est heureuse. Genre, ce n'est pas possible. À 3 heures du matin, moi, je vais me coucher, mec. C'est vrai, ouais, ce n'est pas possible. 3 heures du matin, 3 heures du matin, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Et le pire, c'est qu'il y a des gens... 3 heures du matin, ce n'est même pas tôt, c'est très tard. Ouais. On est déjà au niveau. En fait, il est le roi du flou, non, en ce qui concerne les horaires. Parce que, en fait, c'est ni la nuit ni le jour. Ça m'énerve quand j'arrive à l'hôtel à 2 heures du matin et qu'on me dit bonjour. Déjà vécu ça. Tu arrives à l'hôtel vers minuit et demi et on te dit déjà bonjour. Tu te demandes pourquoi. Bonjour, mon cul. Bonjour, c'est quoi? Mais bonjour pour cette personne, tu comprends? Parce qu'elle s'est levée pour travailler. Putain, c'est chaud, hein? T'es fou. Mais si le gars s'est réveillé pour aller bosser à 6 heures du soir, il va dire bonjour? Il le dit. Oui, il le dit. Si je travaille au poste de nuit, si je suis un travailleur de nuit et que je vais bosser seulement à 6 heures du soir, je vais dire bonjour. Je m'en fous. Putain, c'est dur celle-là. C'est bonsoir pour toi qui as dormi, non? Moi, je pars travailler. Bonne nuit veut dire qu'on souhaite une bonne nuit pour dormir. Toujours. Bonne nuit. C'est toujours pour dire au revoir, genre, je vais dormir. C'est pour ça que le good evening américain, c'est génial, non? Qui? Good evening. Pas good evening. Il dit good evening. Putain, je pensais que c'était un gaucho. En fait, c'est Gourivni. C'est l'ambassadeur d'un truc Gourivni. C'est le gamin. Good evening. L'américain, il dit good evening, c'est pour good night. Que c'est même pas le soir. Il est 6h30. Good evening. Tu te dis, ah mince, au Brésil, on n'a pas ça, c'est bien. Mais bonsoir convient à ceux qui n'ont que peu de problèmes. Trouver une salutation adaptée à cette situation, c'est pour ceux sans difficulté dans la vie. Je suis d'accord. Tu comprends? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord, parfait. Nous sommes arrivés à ça. C'est ça.
Nous sommes arrivés à la conclusion. Les gars disent, on a besoin d'une salutation parce qu'il n'est même pas très tard. Non. Mec, va faire quelque chose. Les salariés sont énervés. Ils sont énervés. Donc les salariés pensent juste que les gars perdent du temps. Pendant que moi, je me suis réveillé à 3 heures du matin. C'est exactement la situation qu'on avait avant d'arriver ici, qui sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Parce que les problèmes des réseaux sociaux n'existent pas dans la vie réelle. Et je suis très content de voir ça, et aussi, putain, j'ai envie d'apprendre de toi. Afonso est un gars qui, d'après ce que je comprends ici, est plutôt un littéraire. C'est un gars, je ne suis pas un littéraire. Non, je suis juste un gars qui lit. J'aime lire, mais c'est différent d'être du milieu littéraire. Tu lis. C'est que, mec, c'est carnal, ces gars-là. Non? Là, tu vois, c'est une comparaison, t'es foutu. Tu perdras toujours, et il y aura toujours quelqu'un en Chine qui lit 1000 livres. Non, j'aime lire, j'aime lire. Je pense que je ne suis pas du milieu littéraire. Non, tu ne trouves pas que Cortella se sent idiot à côté de lui? Celui de 1635? Absolument. Tout le monde se sent comme une merde face à quelqu'un de plus grand. Non, mais je pense que dans la littérature, je pense que tu crées oui. Un truc un peu... non. J'aime lire, oui. J'ai pris goût à un moment donné et c'est devenu naturel. Alors je me suis dit, mec, c'est cool. Et toi, tu fais comment? Tu as une routine de lecture? Genre, tu lis 8 heures par jour, 3 heures par jour? Non, c'est pour ça que je dis que je ne viens pas de la littérature. Parce que je pense que ces gars-là, ils ont une... Je me lève et je lis à partir de 10 heures. Non, moi je lis dès que j'en ai l'occasion, je suis en train de lire. Je suis venu en Uber. Tu as 2 soucis. Je n'ai plus de réseau social sur mon téléphone et si tu l'utilises, quelqu'un peut casser la vitre pour le voler, surtout à São Paulo. Tu crois que les réseaux sociaux ont été créés pour faciliter les vols? Ils motivent les gens à sortir leur téléphone pour que d'autres disent « Waouh, un iPhone ». C'est un iPhone. Voilà, le gars passe. On a déjà essayé. On t'a déjà pris le tien comme ça? Non. Moi, j'ai eu une histoire comme ça au carnaval de l'année dernière. On y est allé, on sortait d'un concert, on arrivait pour... je n'étais jamais allé au carnaval. On arrivait aux loges, on était arrêtés dans la rue parce qu'il y avait un contrôle de police, mec. Il y avait un contrôle, plein de flics partout. Et là, j'étais sur mon téléphone, c'était il y a 2 ans, complètement fou. D'un coup, c'est super rapide. Le gars a juste brisé la vitre et a tiré. Et là, sous le choc, j'ai fait comme ça, mec, et j'ai lâché. Il a fait Beaucoup de travail. rapide. Tellement rapide que tu n'as pas... Casser la vitre? Moi, je n'arriverai pas à la casser. Bien sûr que non, mon frère. Je ne sais pas où donner un coup de coude pour que ça s'ouvre devant le gars. Ouvre la vitre pour moi, va demander au gars. Aide-moi, ça ne s'ouvre même plus comme ça. Ouvre la vitre comme ça. Mais c'est bien mieux comme ça que comme ça, non? Oui, oui, oui. Alors, il a cassé la vitre. Il l'a cassé, mec. C'était incroyable. Je n'ai jamais vu un mouvement aussi rapide. Et le bruit, bam, ça a fait du bruit. Là, la vitre n'était pas blindée, mais il y avait ce film qui empêche le verre de se briser en éclats. Oui, il ne restait que du plastique et une main rapide. Il a attrapé et sous le choc, j'ai lâché et tiré. On a vu la personne s'enfuir. Et dans la voiture, tout le monde disait « Ça va? Ça va? Ça va ?» Ma main saignait parce que le truc est venu, c'est arrivé. On est déjà descendu. Et j'avais le téléphone. Il était ouvert. Genre, j'étais en train de regarder Instagram, je sais pas. Oui. Et là, le gars a juste couru. Et maintenant, on fait quoi? Parce que quand on te vole ton téléphone, c'est merde, il faut le bloquer, il est ouvert, il va envoyer un message à quelqu'un. Il y a plein de problèmes, mec. Tu dois commencer à imaginer plein de trucs dans ta tête. Appelle le portable. Et là, ça ne sonnait pas. C'est vraiment génial d'appeler le portable comme si tu parlais à un bandit. Allô, salut. C'était bien moi. Calme. Allô, le gars il répond comme ça en pleine course. Ce n'est pas le mien, je viens de le voler. Il est super enthousiaste avec son nouveau portable. Salut. Attends, je suis en train d'écouter les fonctions. Ah mec, j'ai répondu par erreur, je croyais que c'était le mien. Mec, appelle le portable, je sais pas quoi. Après, faut le bloquer, aller dans le moteur de recherche. Le souci, c'est que je suis nul en technologie, donc je sais pas quoi faire. Moi non plus. Heureusement, des personnes plus malines m'ont conseillé de faire certaines choses et de commencer à appeler le portable. Non, j'étais avec ma productrice et le comédien qui avait fait la première partie du spectacle. On revenait de Campinas. Qui s'est arrangé avec le braqueur pour qu'on ait un accident de voiture? Pour que, juste au bon moment, à la sortie du contrôle de police, Mec, on arrive ici. mec, alors on l'a fait. Pendant qu'on n'arrêtait pas d'appeler, l'autre est allé parler avec le policier qui était au contrôle de police. Il est allé au contrôle de police. Oui, il y avait 5 voitures. Et le poceau... Des applaudissements pour le bandit. Mec, non, c'est impressionnant. Quel culot ce gars a eu. Mec, mais c'est pratiquement ce que le policier a dit. Le policier a fait cette scène de « Ouais, ils sont vraiment en train de voler ». Putain, alors on a dit « Mais vous étiez là ?» Il a répondu « Non ». Le gars a dit « Mais notre rôle ici, c'est autre chose ». Quel culot. On flippait que le type demande les papiers pour vérifier la voiture. Je me fais braquer et je tombe sur un contrôle. Je me suis dit « T'es foutu ». Le gars, match à 6 points. En résumé, on insiste sans succès. On enlève les débris, on accepte. Merde, on n'ira plus au carnaval. Au moment où le gaz a frappé, j'ai jeté le téléphone. Il n'a pas réussi à voler.
J'ai compris. C'était sous les éclats, le tapis, le truc. J'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Tu as juste cassé la vitre de la voiture. C'est seulement moi qui l'ai trouvé. Ça faisait déjà une demi-heure que j'appelais, que je parlais avec la police, je ne sais pas quoi. D'un coup, là, j'ai eu honte de dire que les gars n'avaient rien volé. Alors j'étais un peu en mode, putain, Non, mais c'est toi qui as cassé la vitre. ouais, mais là, tout ça, c'était pour faire une déclaration à la police. Mais même comme ça, c'est un peu, mec, t'es vraiment idiot, hein. Le portable était là tout le temps. Et tu ne t'es même pas souvenu que tu l'avais jeté par terre? Non, mais je ne m'en suis pas souvenu parce que je ne savais pas que je l'avais jeté par terre. Donc je pense que au lieu de faire ça ici, mais en même temps, il a dû pousser parce qu'il n'a pas été complètement cassé, à l'intérieur. J'ai eu une situation vraiment merdique qui m'est arrivée. C'est comme ça que j'ai blindé ma voiture. Parce que j'ai blindé ma voiture à cause de cette merde dans laquelle j'étais. Moi et ma famille. Quand tu as une famille, tu blindes ta voiture. C'est comme ça. Je comprends. Avec de l'argent, c'est différent. Non, ce n'est pas une question d'argent. Tu te trompes. Ce n'est même pas une question d'argent. Ce n'est même pas une question d'argent. Ah, J'ai une famille. Il a une famille. Tu as une voiture blindée, ce n'est même pas une question d'argent. Qui d'autre a une famille? Non, non. non, je peux parler? Tu t'es déjà fait voler? Qui ici a une famille? Tu t'es fait agresser dans ta voiture? Oui, c'est vrai. Putain, alors t'es fou? Non. Prends un taxi ou un Uber. Pas moi, j'ai pas de voiture et j'ai déjà galéré avec une arme sur la tempe, mec. Très dur. Oui, mais si tu as une arme sur la tempe sans argent, Tu continues en voiture, puis prends un taxi ou un Uber. si t'as pas d'argent, tu prends pas de taxi. C'est vrai. Tu prends le bus, je sais pas quoi. Pour moi, le pire, c'est de perdre le contrôle, d'être dans ta voiture et que quelqu'un la vole. C'est Patrick qui a raison d'avoir un vélo, c'est ça, blindé. C'est Patrick qui a raison de ne pas avoir d'enfant, Patrick n'en a pas, non. mais ça a à voir, évidemment que ça a à voir avec l'argent, évidemment, évidemment. D'abord l'argent, ensuite c'est ça. D'abord l'argent et ensuite c'est aïe. T'as de l'argent, tu peux assurer la sécurité. Eh, mais j'ai vu une super vidéo d'Attila, tu sais, Attila Yamarino, c'est qui? Oui, oui, je vois. C'est vraiment bien, j'aime beaucoup ses vidéos. Et là, il parle de blindage, de comment le blindage crée ou répond aux besoins du voleur. L'un alimente l'autre, mec, putain. C'est mon spectacle. Quelle folie. Dans mon spectacle, j'évoque le fait d'avoir blindé ma voiture à cause des braquages, puis qu'elle a quand même été braquée. Oui, j'ai vu que tu faisais ce sketch. Tu es venu à mon spectacle pour voir ça? Oui, j'y suis allé, je t'ai vu faire. En fait, j'y suis allé la semaine où il y avait eu le problème. Oui, tu étais en train de tester ces blagues. Ma voiture n'a jamais été volée. Ah, C'est moi qui me suis fait braquer. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette histoire est incroyable parce que j'étais en voiture avec mon fils et ma famille. Et là, un gars est arrivé et a frappé la vitre avec une arme. J'ai pensé que c'était le laveur de vitres. J'ai dit que je ne voulais pas de braquage aujourd'hui. Alors, il est arrivé, je te jure, c'était vraiment débile. Il est arrivé avec l'arme sur ma tête et tout. Mon petit garçon regardait, c'était un peu effrayant. Et il a demandé le téléphone. Et j'ai donné le téléphone. Et il a vu que je n'avais rien d'autre que le téléphone. Il a demandé mon alliance. J'ai dit, prends mon alliance. À l'époque, j'ai donné l'alliance et j'ai donné le téléphone. Et je suis resté calme. Je me suis dit, bah non, tout va bien. Le téléphone est bloqué et le mot de passe, c'est la date de mon mariage. Qui est gravé sur l'alliance. mais tu crois que c'est lui, mec, c'est le coup de maître? Le gars va, putain. Mais réfléchis et regarde, pour l'amour de Dieu, si tu as un mot de passe et un seul numéro sous les yeux, essaie de le deviner. Ce n'est pas compliqué. Non, mais je pense qu'il ne... Je ne vais pas y penser, d'accord. Mais s'il pensait ainsi, mec, il me faut un numéro ici, lequel j'ai de lui. J'ai seulement celui-là. Ouais, non, je pense que ça pourrait être plus... si c'était un film, ce serait le gars qui essaye à fond, et quand il en aurait marre, il jetterait l'alliance, et il ferait comme ça avec le petit truc, Negrasso. Et là, il lui ouvrirait le crâne, ouais. Mais c'était son moment, il a réussi à voir, il a réussi à voir, il a ouvert, il a touché à tout et tout ça, c'est vraiment nul. Ouais, là j'étais désespéré, j'ai dit, bah putain, je vais faire blinder la voiture, ma femme était tendue. Blinder une voiture coûte vraiment très cher, je pense qu'engager un tueur à gages pour te suivre revient moins cher. C'est encore plus cool, il tire partout. Je rêve d'avoir un petit garde avec un sifflet qui me suit partout. Du gars, c'est trop stylé. Celui du garde de nuit du quartier, trop stylé, c'est ça. Ça fait plus peur aux voleurs, hein? Parce que le chien, il va en CG à 30 km/h, bip bip. Ouais, c'est le meilleur blindage qui existe. C'est le gars derrière le volant. Mec, putain, c'est foutu. Tu te balades avec ton chien et le gars arrive tout doucement en moto, genre motard d'escorte du président. Je suis allé blinder la voiture avec tout ce blindage. Le gars me posait des questions sur le blindage. Je sais pas, allemand, A4, j'ai pris ce que je pouvais. Frère, je te jure devant Dieu, 6 ou 7 jours après avoir blindé, tu as vu? Ils ont fracassé ma voiture blindée. C'est genre dingue. Dingue. C'est parce que tu as demandé sans explosion? Non, j'en suis venu à la conclusion que le pied de biche n'est jamais arrivé en Allemagne. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs inventent. Voilà le problème. Toutes ces choses qui sont créées, elles sont créées en dehors du Brésil. Exactement. Les mecs devraient les amener ici pour les tester. Exactement. Tu sais, à une époque, on disait que la publicité était testée à Curitiba. Oui, parce que le public de Curitiba est plus exigeant.
Tu comprends? Exactement. Il faut dire, mec, on a créé le meilleur blindage. Allons l'amener au Brésil. Laissons-le au Brésil pour voir si ça marche. Exactement. Si le blindage fonctionne au Brésil, il peut être utilisé partout dans le monde. C'est ça. Parce qu'ici, en Allemagne, qu'est-ce qui se passe en Allemagne pour que les mecs cassent des voitures? Rien. Donc leur blindage, on s'en fout. Pas besoin de casser, la voiture est déjà déverrouillée. Le blindage de l'Iran, oui, je lui fais confiance. Tu comprends? Je pense que plus le pays va mal, plus c'est sécurisé. Ouais. Il faut que ce soit plus sécurisé. Putain, le flingue d'Angleterre, on s'en fout. Mais le flingue d'Afghanistan, bordel, mec, ce gars-là s'est tiré. Tu vois ce que je veux dire? En résumé, t'es le gars qui... Putain, on parlait des réseaux sociaux. Ouais, on est venu ici pour dire que toi, d'une certaine manière, tu lis beaucoup. Oui, et t'es un gars qui lit, hein. Je pense que t'es un gars à part dans le monde d'aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis vraiment fan de toi, parce que t'es un mec qui écrit, t'écris vachement bien. Ouais, bah comment est ta vie sans réseaux sociaux? Bon, c'est ça que je voulais savoir. Comment tu fais ça? Comment est-ce que... Je ne me souviens plus, c'était peut-être l'an dernier. Tu as déjà vu combien d'heures tu passes sur ton téléphone? Oui, Oui, je crois que c'était lors d'un de ces déclics où j'ai vu quelqu'un parler du temps d'utilisation. mec. Mon gars, c'est énorme. Temps d'utilisation. Mon frère, même les comptes ne collent pas. C'est genre, t'as passé 13 heures sur Instagram, 7 sur YouTube, 14 sur WhatsApp. Toi, moi, 63 heures, non? Comment j'ai fait ça? Je n'arrive même pas à l'imaginer, mais c'était beaucoup. Et puis, à chaque fois, ça commençait à m'agacer. Je sais pas si... Je pense que tout le monde ressent ça quand tu es sur Instagram et que tu fais ça. Tu fais, putain, ça fait une demi-heure que je suis là pour rien. Ouais, mais je me fixe des horaires. Je reste 10 minutes quand c'est fini. Je reste 5 minutes de plus. C'est ça? Ouais, j'ai commencé comme ça. Mais là, nouveau bouton sonné, mec. Dans 2 heures, ton temps d'écran s'affiche et cédé. Je me disais, laisse tomber, peu importe. C'est moi qui ai créé ça. Je maîtrise mon temps. Ce n'est pas ma mère. Alors je faisais ça. J'ai dit que ça ne marche pas. Ce n'est pas possible, mec. Tu déverrouilles déjà le téléphone automatiquement avec ton doigt, non? Ce n'est pas... Maintenant, j'ai supprimé ça du téléphone depuis 1 an déjà. Enfin, presque 1 an. Ça fait environ 9-10 mois que j'ai supprimé ça du téléphone. Donc ça reste seulement sur l'iPad. Et là, c'est galère d'utiliser l'iPad. Parce qu'il n'a vraiment pas la même chose. J'ai fait ça, moi, qu'avec Twitter. Twitter, Ouais, Twitter, ça fait longtemps que je n'ai plus Twitter. Je n'avais pas l'habitude. J'en avais beaucoup. Je crois que ça fait déjà 1 an et demi. Je vais bientôt fêter 1 an sans Twitter. Quand je suis entré chez Globo, j'ai quitté Twitter. Tout ce que j'écrivais sur Twitter était réduit à l'acteur de Globo. Ce n'était plus Mongo qui disait des bêtises. Oui, Être acteur de Globo, c'est surtout ça. exactement. C'est ça, le CPF. Sauf que ça, c'est avec une profession. Comme avec une profession, Alors j'ai arrêté et putain, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais Instagram, c'est vraiment fou, non? Parce qu'Instagram, c'est presque comme si tu pensais, c'est un mensonge, mais tu crois que tu dois être là tous les jours. ça c'est dur. Ce truc de dire non, mais je travaille, c'est juste un outil de travail. D'accord, vas-y, 15 minutes, poste ce que tu dois poster. Tu dois juste poster c'est quoi ton travail sur Instagram. Mon travail, c'est de poster des reels là-bas parce que j'ai besoin de générer de l'engagement pour vendre, mais des billets. C'est toi qui postes ou C'est Marcelo qui s'en charge? Non, c'est moi, il n'y a personne. tu utilises l'iPad pour poster? Je vais sur l'iPad, l'éditeur m'envoie le Reels. Par exemple, ici, je le ferai tout à l'heure en partant. Je prendrai une photo avec toi. Je fais une vidéo, puis autre chose. Je prends une photo, ça s'accumule. En fin d'après-midi, j'y vais toujours vers 5h30, 6h. Ensuite, voilà, mon éditeur a envoyé le Reels là-bas. J'envoie tout par AirDrop sur l'iPad, puis je commence à poster. Aujourd'hui, je suis allé chez XAX. Monsieur, 1636, c'est pas vrai avec ce gars, mais je peux le dire. Tu devrais donner des cours là-dessus. Sur Instagram, pour les gens, je peux le dire. Je pense que c'est le sujet le plus important actuellement. Comment as-tu fait cela? Mais non, alors, mais voilà le truc c'est la drogue. C'est impressionnant, tu rechutes très vite au moindre contact. Tu sais, ces gars qui disent « je ne peux pas boire de café, sinon je dois fumer, sinon… Ça finit par te faire enculer, sniffer des pieds. Et la faute, c'est le café. » Ouais, Attends, je peux pas boire de café. putain de café. Donc c'est exactement ça. Je vais sur l'iPad et là je publie. J'ai posté des Reels, j'ai posté les 5 stories, les 5 images que j'ai faites pendant la journée. Alors moi, ok, je commence à utiliser l'iPad lui-même. Et là, mec, ça fait 40 minutes que je suis là. Là, je me dis, heureusement que j'ai pas cette merde sur le téléphone. Mais tu te perds quand même. Tu te perds quand même, c'est parce que c'est trop agréable. Non, c'est impressionnant. C'est très agréable. C'est très agréable. Les gars ont créé un truc. Tu ignores ce que tu verras. À 18h sur Instagram, tu veux juste poster pensant qu'Afonso parlera du spectacle et que tout ira bien. Tu penses qu'auto de contrôler ce que tu vas voir, puis tu entres et soudain ça arrive. Tu regardes les stories de tes potes. Tu te dis, Putain, Marcelo a bien encaissé. mec, et voilà, c'est ça. Et là, soudain, un pote à moi a dit, sauf que... Sauf que moi, comme je m'éloigne de plus en plus,
Je me dis plus vite que ça n'a rien à voir. Je perds mon temps, pars. Tu jures? Très rapide. Ce n'est plus cumulatif du genre « laisse-moi voir toute la journée que j'ai perdue ». Non, 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 je regarde un peu quand je vois que je suis déjà en train de me perdre. Je dis non, 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 non. Alors, mais c'est ça que je trouve dangereux, parce que Instagram, c'est devenu la cocaïne de tout le monde. Parce que, par exemple, le gars qui était accro dans les années 80, il avait un problème avec la cocaïne. Moi, je n'avais pas ce problème avec la cocaïne. Je ne fréquentais pas les mêmes lieux que lui pour comprendre la dépendance. Aujourd'hui, c'est presque tout le monde. Tout le monde. Et il y a une différence parce que la cocaïne, que tu le veuilles ou non, tu dois aller chercher quelqu'un qui fournit, tu dois pas... Le téléphone est là, mon gars. Si je veux sniffer, on arrête l'enregistrement 5 minutes et c'est réglé. Je suis comme ça, C'est ça, tu comprends? Je suis comme ça. mec. Tu te réveilles et tu prends ton téléphone. En combien de temps consultes-tu ton téléphone? Non, maintenant, au réveil, je ne prends plus mon téléphone. Mais il y a un problème, c'est que tu utilises ton téléphone en dormant. Le gars ne se réveille même pas. Sans même me réveiller, je l'utilise en dormant. Pour moi, le pire, c'est de se réveiller et d'utiliser « tu démarres déjà en pleine guerre ». Tu y as déjà pensé, tu te réveilles, je me suis réveillé. Et là, tu entres, il y a Trump qui tire partout, puis d'un coup, il y a Eike Batista qui parle de l'économie. Cours pour homme, tu y vas encore, tu as une tête, dis-moi. Mec, je suis pas objectif. En train de préparer la gamelle de son mari. Ce gars-là, je l'aime vraiment beaucoup. Le gars de la gamelle du mari, je le trouve merveilleux. Mais ces choses-là, je trouve ça cool. Je pense, Non, c'est ça qui est si fou parce que les choses vraiment sympas se mélangent avec la... Donc c'est... on dirait qu'on est dans une tranchée ici. Tu fais ça ici. T'as Trump qui attaque l'Iran et à côté, t'as un gars qui fait éclater un bouton. Ouais, mec, ça c'est Instagram. C'est vraiment fou parce que tout est sur la même chaîne. Avant, tu devais aller sur Globo News à la télé. Globo News. Tristesse, tristesse, tristesse. Ouais, je vais juste regarder le sport. Avant, tu savais ce qui allait t'arriver là-bas. Maintenant, non, tu avances. Trump, je sais pas quoi. Puis tu poursuis. Un truc cool. Putain, une curiosité que tu n'aurais jamais su autrement. La différence, c'est qu'avant, quand on était jeune, on zappait déjà, mais sans que ce soit basé sur notre algorithme. Alors tu zappais, tu tombais sur O, maintenant c'est des chaînes allemandes, j'en veux pas. Parce que tac, 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 maintenant tout est génial. C'est comme une grande programmation, mais que... Ça se mélange avec des choses non désirées, car il y a tant de spectateurs. Mais tu aimes. Tu ne voulais pas voir, mais c'est pour toi. J'ai aimé Ah, il y a beaucoup de choses que tu ne voulais pas, mec. mon Instagram comme ça. Je pense que maintenant, la technologie de l'algorithme d'Instagram, c'est la meilleure de toutes. Vraiment, putain. En continuant à faire défiler les vidéos, ils te connaissent vraiment. Ils me connaissent. Et ce qui m'inquiète, c'est ce qu'un ami à moi a dit. Il a dit « Remarque qu'Instagram est devenu un centre commercial. C'est comme si tu avais un centre commercial sur ton téléphone. Non, dans ta poche. C'est un centre commercial. » Tout le temps, quelqu'un essaye de te vendre quelque chose sur cette merde, ou un cours. Donc tu regardes un truc, tu vends des billets. L'autre vend aussi. Tout le monde veut vendre. L'autre vend de l'emphysème, des améliorations, des médecins. Tout le monde vend quelque chose. Donc c'est un grand centre commercial basé sur toi. Alors j'ai dit, putain, ce truc est dangereux. Ouais, c'est beaucoup, mec. C'est vraiment beaucoup. Et je pense que... Et puis, il y a ce sentiment d'être laissé de côté, non? Ce qu'ils appellent le FOMO, non? Mais en même temps, t'es un mec qui écrit énormément. Comment tu arrives à gérer ta routine avec ça? Du genre, parce que toi, si t'as pas de discipline, et par exemple, juste pour expliquer, moi j'ai une entreprise, c'est ici que je travaille, donc j'ai plusieurs fonctions. Tu dois, tu vois? Tu dois être ici. Je dois enregistrer et passer ma journée en réunion dans cette maison de merde. Carrément, ouais. Mais j'aime ça, vraiment, ça. C'est vraiment cool. Tu es le gars qui ne compte que sur ta propre discipline pour faire les choses. Il n'y a personne derrière pour te dire « Alfonso, demain à 3 heures de l'après-midi, tu dois écrire ton texte. » C'est toi qui choisis. Comment organises-tu ta routine? Frérot, j'écris toujours en fin d'après-midi. Tous les jours, je m'assois là, au moment de poster et de m'occuper de ça. 5h30, 6h. Je prends un café l'après-midi et j'y vais. Je reste de 6 à 9h au bureau, mais je n'écris pas tout ce temps. Je lis quelque chose, puis voilà, je regarde, je lis quelques infos, puis je ne fais rien, je regarde le plafond. Là, tu as créé une habitude. Tous les jours, c'est vraiment devenu une habitude, comme ça. Mais avant, ta journée, c'est quoi? Tu te réveilles? Je me réveille, je ne touche pas au téléphone. Ça, j'ai réussi à faire ça d'une bonne manière, c'est-à-dire que je ne touche pas avant, seulement après avoir pris mon petit déjeuner. Donc, chaque jour, je me réveille quand je suis à la maison, hein, évidemment. Là, je prépare du café, puis j'écoute la radio pour voir ce qui se passe dans l'actu. Putain, Tu es en 1970. mais moi, j'écoute la radio sur YouTube, donc je suis en 87. Waouh. On est en 2002, oui. Je dois aller sur YouTube et puis j'écoute pour voir, mec, ce qui se passe. Avant, le réseau social te donnait cette info. Maintenant, tu n'as plus rien. Elle le faisait, mais très différemment. Si tu n'achètes pas mon cours, Oui. le monde va finir.
et en transformant des choses qui ne sont pas des infos et en donnant l'impression que tout le monde en parle. C'est vraiment dingue, cette merde. Ouais. Tout le monde en parle, mais personne ne s'en soucie. À propos de ça, j'en suis arrivé à cette conclusion. Et puis, quand on écoute la radio ou qu'on s'informe par des médias plus traditionnels, qu'on le veuille ou non, il y a un certain biais, on va tomber dans ce discours. Mais au moins, tu parles d'une information qui a été, au minimum, vérifiée. Oui. Et ce n'est pas Choqueyo qui parle, oui. Ce n'est pas Mauricio, ce n'est pas toi, ce n'est pas Né, n'est-ce pas? Alors je regarde, je prends mon café, donc je me réveille, je sais pas, vers 9h30. Oui, je commence à regarder mon téléphone, 10h30, 11h. Mais peu importe qui m'a envoyé un message, je ne vais pas regarder avant. Parce que celui qui devait... Tu prends ton téléphone, mais pour regarder WhatsApp, pas les réseaux sociaux. Non, non, non. Je regarde seulement après 10h30 et 10h30. Non, après oui. Là, je vais répondre, tu as envoyé une vidéo, je ne sais pas quoi. Tu me manques! Oui, comme Jessica. Jessica t'a envoyé pour que tu viennes, elle a envoyé, elle a envoyé. La voiture est déjà en train d'arriver. Oui. Alors j'ai dit, attends un peu, parce que je n'avais pas encore regardé jusque-là. Compris. Je me suis réveillé un peu après 9h, elle a envoyé à 10h18. Dans 6 minutes, la voiture arrive. Je venais de finir mon petit déjeuner. J'ai dit d'attendre. Tu paniques? Je ne sais pas pour toi, mais parfois je me sens comme un prisonnier quand je fais ça. Mais c'est parce que tu as beaucoup de responsabilités. Tu as des gens qui te sollicitent, tu as un enfant. Tu veux me rendre fou? Après 6 heures de vol, j'ouvre mon téléphone et c'est comme si Big Brother apparaissait. Le gars qui vient juste de donner... Le téléphone de Monarque. Monarque, quand il a terminé l'émission, la fameuse émission. Et là, putain, bordel, plein de messages, beaucoup. Et alors, t'es où, t'es où, t'es où? Ouais. Alors, mais c'est parce que tu as beaucoup de pression. Moi, j'ai personne. La plus importante, c'était ma mère, non? Oui. Elle est décédée récemment, c'était la seule personne pour qui je m'inquiétais, surtout l'an dernier quand elle était malade, donc je faisais plus attention à elle. Maintenant, il n'y a rien qui me trouble, tu vois, rien du tout. Et toi, alors, tout l'après-midi... Tu restes là, non, en fait, voilà. Ensuite, je vais à la salle de sport, je déjeune, puis je lis ou regarde des séries. Je ne fais rien, je suis juste oisif la journée. Putain, c'est trop bien. Le soir, tu décides d'écrire. Alors j'écris. Mais tu as une idée, 2 heures de l'après-midi, tu la notes? Je note, c'est tout. Pour développer le soir. Je prends note de mes nombreuses idées, que ce soit sur papier ou sur mon téléphone, pendant la journée. Tu m'as montré ton processus, c'est cool. Le mien est assez similaire, non? Je fais comme ça, juste pour expliquer, je prends mes notes. Alors je me dis, bah bon, je mets des notes sur le téléphone. D'accord. Block notes. Parfait. Je croyais que tu avais un surnom mignon pour ton ordinateur. Non. Non. Caralho, cara, eu me mataria. Ce serait mortel. Je prends mon MacBook. Le gars a appelé Nossa. C'est trop stylé que le gars dise ça. Appelle encore son ordinateur. Note. Je prends mon ordi. Je vais aux Stars. Vous ne méritez pas ma présence. Ma présence est celle de mon ordi ici. Il est parti avec son ordinateur sous le bras. Cholassa, voilà. Note, c'est juste le nom du bloc-notes. J'ai une idée folle. J'écris pigeon en train de manger. Attends, sinon j'oublie. C'est quoi le pigeon en train de manger? Oui, j'en ai écrit une hier, car moi aussi je n'ai pas toujours de papier. Et aujourd'hui, je me suis réveillé. Aujourd'hui, après, tu vois, avant de venir ici, je regardais un peu là-bas. Et là, mec, regarde ça. L'homme qui écoutait les fruits, c'est écrit ici. Regarde. Et toi, mec, le mot sur le bout de la langue, l'homme qui écoutait les fruits, putain, c'est dingue. Tout ça ici, regarde comme à fond socré, c'est vraiment génial. Alors je note, mais c'est plutôt pour des chroniques, comme j'écris pas mal de chroniques. Voilà. Ce n'est pas du stand-up? Non. Moi, c'est comme ça. C'est un peu comme tous les jours. Tous les jours, j'écris, mais on voit peu de choses. Tu comprends? C'est comme ça, tout ça, c'est des conneries. Le tien, je sais qu'il est pareil. Mais toi, tu utilises aussi d'autres dossiers. Non. Le mien est très organisé. Quand tu ouvres, tu vas. Toi, tu écris seulement quand tu es désespéré. J'ai un dossier intitulé Brouillon. Et dans Brouillon, c'est mon spectacle que je suis en train de faire, qui s'appelle Surto Collettivo. Et à chaque fois que j'ai une idée pour ce spectacle, je l'écris ici, tu vois. Alors j'écris un truc ici, tu vois. Tu n'aimes pas les nordestins? Prends Tam pour Santa Catarina. Pourquoi j'ai écrit ça? Parce que j'ai un texte où je dis qu'aujourd'hui, la haine est ce qui fait le plus bouger la société. Bientôt, la publicité ne misera que sur la haine, comme « Tu détestes les cyclistes, achète la nouvelle Renault, voilà ce qui nous attend ». Alors j'ai dit « On pourrait faire pareil avec Tam aussi, genre le gars qui déteste, je sais pas, il déteste un endroit, il va dans un autre endroit, je sais pas, n'importe quelle connerie du genre. Alors, tu es de gauche ou de droite? Ça dépend de l'heure. » C'est un autre texte que je suis en train d'écrire où je dis « Tu es de gauche ou de droite ?» Je dis « Ça dépend de l'heure. » Le soir, je suis de droite. Mec, moi je viens du quartier C. Mais ça, c'est déjà fait. Mais c'est dans un dossier. Alors je vais là-bas que... Ça fonctionne.
J'essaie aussi de classer dans des dossiers. Ouais, sinon tu perds beaucoup. Tu te souviens de Murilo Gao? Mon Dieu, Murilo, le plus fou de tous. On a déjà parlé de lui ici, à ce sujet. Oui, il le faisait sur Excel. Oui, il le faisait sur Excel, il écrivait et c'était blague de toilette. Alors il écrivait toilette, 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 toilette. Ensuite, il appuyait sur un bouton et, via Excel, regroupait toutes les blagues de toilette ensemble. C'était bizarre, Mais il l'était, tellement que maintenant, tellement qu'on entend des tambours là. je pense que c'est Dieu maintenant, je pense qu'il croit qu'il vole, non? D'ailleurs, je suis allé à la pièce, j'y tenais. La pièce de Murilo Gao est vraiment géniale. Tu es déjà allé la voir? Tu n'es pas allé la voir. Vraiment génial. Mise en scène par Ballas, vraiment super. C'est celui de Feflo. Ouais, il était ultra athée, non? Je pense que ce n'est pas une question d'athéisme ou de mon cas. Maintenant, il croit en quelque chose, non? Je pense que c'est une question de conscience humaine. Très intéressant. C'est cool, oui, bon texte, je n'y suis pas allé, Je n'ai pas... Si tu aimes le texte, tu vas aimer. Oui, je veux voir, il a toujours bien écrit. excellent, très bien écrit et conçu. Je recommande, va la voir, c'est un génie. Mais c'est un truc plutôt pour des gens qui, je sais pas, sont déjà dans une phase de la quarantaine, déprimés, tristes. Je rigole. Mais tu sais, Ah. Mec, il y aura du monde, ça va être plein. Il y a beaucoup de monde dans ce haut. mec, il y a un gars qui est sur le point de sortir son portable. Ouais, celui qu'il a déjà sorti n'en a plus besoin. Je pense que tu ne peux plus. J'ai compris. À un moment, il dit ça, il dit comme ça, la méditation. J'aime beaucoup cette phrase qu'il dit. La méditation, c'est pour celui qui dit, la méditation, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Pour un méditant, c'est peu. Ça suffit aussi. Va moins souvent au centre commercial. Tu sais que c'est un sujet sur lequel j'ai même écrit quelques blagues là-dessus. Je ne médite pas, non? Il y a certaines choses, le fait d'avoir été pauvre pendant très longtemps me bloque. Ça le bloquait aussi, tu comprends? Et le yoga, Mano, je ne vais pas en faire. Le yoga, ce n'est pas pour moi, désolé. Mais je médite, Mano, et je me moque de moi-même en le faisant. Parce que c'est presque comme si tu payais un cours pour apprendre à rester silencieux. C'est quelque chose de sympa. Il y a un humoriste, tu as sûrement déjà vu ce gars, il est merveilleux, je crois qu'il est américain. Il parle de mindfulness, n'est-ce pas? Maintenant, la mode, c'est le mindfulness. Qu'est-ce que la pleine conscience? Il y en a qui se donnent des grands airs avec ça. Il est excellent et me rappelle Bill Burr. Excellent, juste pour expliquer la blague. Célard fait ça. Ce texte explique que la pleine conscience, c'est observer et ressentir une chose, comme regarder et ressentir une pomme. Tu prends la branche et tu regardes. Il dit, tu sais qui pratiquait la pleine conscience? Le pauvre dans le bus. Quand il pleuvait, il regardait la goutte et se demandait, va-t-elle tomber ici? Aujourd'hui, plus personne ne fait ça. On va sur son téléphone. Exactement, tu es déjà sur ton téléphone. Donc tu fais ça, mec. As-tu déjà visité une aire de restauration de centre commercial? Personne ne parle. Tu es fou. Avant, quand tu entrais dans une aire de restauration de centre commercial, tu ne pouvais même pas distinguer une seule conversation tellement les gens parlaient. Et c'était vraiment génial cette ambiance. Je me souviens, j'ai travaillé dans un centre commercial. Je me souviens qu'à l'heure du déjeuner, c'était un vrai vacarme. C'était sympa à voir. Aujourd'hui, c'est tout. Mec, l'autre jour, je suis entré et tout le monde était sur son téléphone. Omnibus. Bus aussi. Métro. Tout ce qui est métro, moins parce qu'il n'y a pas de connexion, n'est-ce pas? Il n'y a pas... Oui, La personne se remet sur son téléphone dès que le réseau revient. mais c'est quelque chose que... C'est pour ça que je pense que je suis accro. Je suis ce gars qui, quand il arrête la voiture, prend son téléphone. Pour moi, c'est une addiction. C'est une addiction. Alors, je dois régler ça d'une manière ou d'une autre, mais je pense que tout le monde est un peu comme ça. Je pense qu'il y a un truc comme l'évasion. Quand tu médites une demi-heure, tu es ailleurs. Ouais. Je suis déjà en train d'enregistrer ici, tu es ailleurs. Je vais dans le sens de... Je veux te parler surtout pour faire ta méthode, mec. Genre, la méthode d'Afonso pour arrêter d'utiliser le téléphone. Parce que c'est presque comme Raphaël Hilla qui a arrêté la cocaïne et qui dit « Les gars, je sais comment ne pas sniffer. » Tu vois, c'est un peu ce que tu fais. Je crois qu'il ne sait pas comment s'empêcher de sniffer. Tu sais, il a arrêté. Putain, non, il a arrêté. Mais approche la cocaïne tout près de son nez pour voir s'il ne va pas craquer. Je sais, merde. Il a arrêté, mec. Il a vraiment arrêté, mec. Approche-toi bien près, comme ça, regarde. Non. C'est là que ça se passe. Si je te tente le téléphone, tu vas l'attraper. Non, non, mais c'est ce que je viens de dire. Si je reste, si je vais publier, je bouge un peu, tu retombes déjà dedans. Alors arrête. Mais c'est pour ça que les personnes que les alcooliques, le gars dit, je suis encore alcoolique. Si tu es toujours... J'ai compris, j'ai compris. Tu le seras toujours. J'ai compris, j'ai compris. Tu vois, il a dit ça. J'ai interviewé Raphaël et il a dit exactement ça. Parce que tu sais déjà. Une rechute est possible. Le gars n'a rien fait pendant 9 ans, puis soudain, rechute et c'est terminé, mec. Moi, tout ce sujet-là, tu sais très bien que tu es accro à ça. La branlette, tu sais comment c'est. Il n'y a pas ce truc de 2 mois sans branlette. Tu sais que t'es fou. Mais moi, j'essaie de contrôler ça. Sérieux, mais c'est dur. Celui-là, c'est difficile. C'est que... Mais une chose est liée à l'autre aussi, non? Non, mais je suis plus tranquille maintenant aussi. Tu finis par être fatigué, non? Je suis un peu... Mais ça fait déjà 1 semaine que j'ai arrêté. Sérieux? Ouais, Et non. j'ai trop envie de me branler. Finissons cette émission.
Ça dure un peu. Oh, Mec, finissons vite ça. Il faut que je rentre à la maison. mais comment tu fais si tu n'y vas plus? Tu utilises ton portable, tu ne vas pas sur les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux. C'est devenu un peu plus grand. Une chose est une chose, une autre en est une autre. On ne peut pas tout prendre au lion. J'ai compris. J'ai compris. Mon gars, je vais passer au sujet de ton nouveau spectacle, d'accord? Tu as fait un spectacle, mec, quelle transition pourrie. Parce que j'allais parler de politique. Ouais, c'est ça, en parler pendant que je me branle. Mais je pense que, mais ça va, mais je pense que ça fait partie de la comédie. Ce qu'il y a de génial dans la comédie, je pense, non? Je parle beaucoup avec mes amis humoristes, et d'ailleurs, il faut que je dise ça, mec. Il n'y a pas d'endroit plus libre qu'une loge de comédie, avant la politique. Mais la loge de la comédie, c'est un endroit vraiment génial, parce qu'on dit des choses absurdes, c'est libre et tout est cool. N'est-ce pas? Et je pense que c'est ça, il n'y a pas de restrictions ni de tabous. Mais tu as fait un nouveau spectacle, enfin, et c'est presque devenu ton truc, un nouveau spectacle. Tu en fais un par an maintenant. Je le faisais chaque année. Tu le faisais ou tu as arrêté? Non, je le faisais. J'enregistrais un spécial chaque année, mais ça a un peu ralenti, surtout à cause du changement d'algorithme de YouTube, etc. J'ai commencé à faire des sortes de spéciaux, comme le spécial que j'ai fait récemment sur ma mère. J'ai été victime de l'arnaque des meubles là-bas. Je me souviens du gars qui m'a volé 50 000 raies dans la maison de ma mère en construction. Alors j'étais énervé, j'ai commencé à écrire des blagues, et de là j'ai fait un spectacle là-dessus. Alors j'ai monté un petit décor simple, Mais c'était vraiment joli. d'apprendre l'anglais. Oui, alors j'ai celui sur l'anglais. En écrivant dans le matériel, d'un coup, j'ai 40 ou 50 minutes de matos. Alors je me dis, mec, au lieu de faire une petite vidéo toute simple, faisons au moins un décor minimal, au moins un truc pour changer un peu. Et puis avec une petite équipe un peu plus organisée, Et c'est moins du streaming et plus juste pour... prendre de l'avance. Ce sont des émissions spéciales ponctuelles liées à l'actualité. Alors je te demande, parce que par exemple, j'ai mon spectacle solo, tu as ton spectacle solo, et maintenant tu voyages avec un nouveau solo Comme nos parents au nom de Jésus. C'est ça, qui parle de « ce n'est pas sur ta mère ». Non, non, c'est à propos de ça. c'est à propos des adultes que nous sommes devenus. Pourquoi nous sommes cette génération d'adultes? Et là, tu es en train de faire je ne sais quoi. Puis, en cours de route, il y a la situation du vol des meubles. Où est-ce que tu testes ce matériel? Mon spectacle, mon propre spectacle. Parce qu'en fait, le mien, j'ai vu que les gars font ça à l'étranger. Ils ne tournent pas avec un spectacle bouclé, ils restent 2 ans dans une formule ouverte. Donc ils ajoutent de nouvelles blagues au fur et à mesure. Au final, ils montent un spectacle de 2 heures, le réduisent à 1h10 et l'enregistrent. Chris Rock, par exemple, a enregistré Tambourine alors que la tournée s'appelait Total Blackout. Il a ensuite présenté le spectacle de la tournée d'1h40 contre 1h10 pour l'autre. Donc il a déjà 2 spectacles? Non, c'est un seul spectacle. Mec, moi je fais le contraire, et ce que je fais, c'est nul. Car c'est ce que je fais, j'écris à fond, j'écris beaucoup, puis mais quand je m'en rends compte, je me dis, mec, j'en suis déjà à 2 heures. Je jette 50 minutes, je garde 1 heure. Alors j'y vais donc. Mais c'est ce qu'ils font. Je le jette, je ne l'utilise pas ensuite pour en faire du matériel. Ouais, mais ça n'alimente pas YouTube, par exemple. Je le mets sur YouTube, il y en a qui non. Les matériels que je vais, comme ce qui s'est passé avec Giuliano Casare, l'histoire de l'homme, tout le monde en parlait. J'ai commencé à écrire quelques blagues et à les tester sur scène, ce qui a donné environ 15 à 17 minutes. Je testais déjà et me suis dit, ça n'ira pas dans le spectacle. Je vais peut-être choisir 4 blagues parmi ces 17 pour le spectacle en lien avec le thème. Mais la partie mais, alors, Va sur ma chaîne YouTube. mais le passage que tu as, par exemple, où il n'y a que toi qui t'es fait voler, tu as un spectacle qui dure déjà 1h20, d'accord? Comment vas-tu ajouter 40 minutes de plus pour faire un spectacle de 2 heures? Tu fais des spectacles de 2 heures? Non, non. Mon spectacle, non, quand tu vas au théâtre, c'est 1h05, entre 55 minutes et 1h05. Comme il y a déjà eu une première partie au Marthe Hall, où je joue tous les jeudis à Villa Mariana, 4 humoristes assurent l'ouverture. J'ai compris. L'événement dure 2 heures. L'événement dure 1h30. L'événement dure 1h30. Tu as compris? Eux, ils font chacun 7 petites minutes et moi, j'en fais 55. Comment testes-tu ces 40 nouvelles minutes? Oui, t'as dit que tu testes pendant le spectacle. Je le fais, mais c'est parce que je fais des spectacles du jeudi au dimanche. Donc, j'en teste 12, puis dans l'autre, j'en ajoute déjà 8 de plus. Il se peut que le dimanche, je ne fasse rien de ce que j'ai fait le jeudi, du spectacle complet du jeudi. C'est juste ce que je suis en train de tester. Ah, et quand je vois que ça marche vraiment bien, je comprends ce que tu fais. Tu fais un peu comme moi. C'est comme si, par exemple, le nom du spectacle était Comme nos parents. Oui, Comme nos parents. Sauf que le dimanche, tu ne parles pas du tout de Comme nos parents. Oui. Tu comprends? Parce que c'est le nom de la tournée. Mais là, que tu le veuilles ou non, il y a toujours un lien avec le thème, il y aura toujours quelque chose à voir avec le thème. Le spectacle est plus cadré. Comme moi, j'ai commencé, j'ai fait la greffe de cheveux, tu vois. Ouais, j'ai fait le truc, et maintenant, ça commence à pousser, ça commence à pousser. C'est bien fait, hein? Ça rend bien, non? C'est bien fait. Ça fait 4 mois, tu vois, que je l'ai fait.
Je l'ai fait le 7 janvier. Et là, tu ne peux pas ne pas Ne pas commenter. à ce sujet. Ce n'est pas possible. C'est impossible pour moi, mec cheveux lisses, qu'il se passe quelque chose. Ne pas le faire ni en parler. J'ai donc commencé à écrire des blagues. Mon premier spectacle a eu lieu fin janvier, car j'étais en convalescence. J'ai commencé à le faire, ça a duré 8 minutes, puis 12. Et avant ce qui est arrivé à ma mère, je faisais ce matériel. Je faisais 21 minutes de spectacle, dont 40 minutes sur la greffe de cheveux. Saro est venu et a dit « Mec, c'est que sur les cheveux. » Mais je ne contrôle pas dans ce sens. Si la blague est bonne et que ça me plaît, je vais la faire et je vois si les gens... Les parents ont sans doute vu le début de Mes cheveux sont tombés. Je sais pas. Un truc comme ça. Ce n'est peut-être même pas un nouveau spectacle, juste du matériel sur lequel je travaille. Je fais ça, c'est super cool. Mais au lieu de devenir un spectacle solo, Netflix a acheté mon spectacle. Je ne vais pas parler 40 minutes de cheveux, j'ai compris. Comme le mien, ouais. Je vais retirer, mettre certaines choses sur YouTube et en choisir d'autres liées à mon thème principal. Ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai créé une petite application, tu vois, où la personne entre dans un spectacle, elle scanne le code QR, puis je mets les thèmes et elle choisit les thèmes. Et là, je mets beaucoup de nouveaux thèmes parce que mon problème à moi, c'est le lien. Tu parles toujours des parents. Parlons de mes cheveux, mec. Qu'est-ce qui se passe? Ton texte est linéaire. T'es pas un gars qui a plusieurs passages de 3 minutes, tu comprends? T'as un texte. J'ai plusieurs passages de 3 minutes sur ce thème. D'accord, tu comprends? D'accord. Le thème maintenant, c'est ta mère. Et donc, je parlais de ma mère. Et donc, t'as déjà écrit en solo. L'année dernière, ma mère a eu un cancer du sang, tu vois, un cancer de la moelle qui n'est pas une leucémie. C'est super rare. Ça s'appelle myélome multiple. Elle en a eu un. Quand on s'en est rendu compte, elle était déjà abîmée et a passé de nombreux examens sans qu'on sache ce que c'était. Quand ils ont trouvé, c'était déjà avancé. Le traitement a commencé, j'avais déjà quelques blagues sur elle, ma mère ayant toujours été une référence. Comme référence comique pour toi? Ma mère était très drôle, j'ai donc commencé à faire quelques blagues sur elle, notamment sur le fait qu'elle s'était fait arnaquer sur WhatsApp. Puis il y a eu l'histoire du chien, des chiens qui se sont enfuis, et ça s'est transformé en sketch drôle, complètement absurde. Rien, ta mère. Rien à voir avec la maladie, oui. Et alors, je me disais, quand le traitement de ma mère sera terminé, elle a terminé en janvier, le truc. D'ailleurs, elle a guéri du cancer, sauf qu'elle est morte d'autre chose. Ah oui, le médecin a une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est ça? La bonne, c'est que votre mère est guérie du cancer, et la mauvaise, c'est qu'elle est morte. Parce qu'elle est morte sans avoir le cancer, mais il y a eu des complications, parce que, mon frère, le traitement du cancer... Elle est morte après le traitement. À cause du traitement. Non, une complication, putain. D'autre chose, ça avait déjà marché. Elle a vaincu le cancer? Elle a vaincu le cancer, mais elle a perdu contre sa respiration. Elle ignorait aussi qu'elle avait 2 adversaires, non? Je comprends. C'est-à-dire, alors vous là, Je me disais, je vais écrire le spectacle quand ma mère sera guérie. je vais lancer ce spectacle-là. Je vais enregistrer un spectacle pour elle, appelé Muse inspiratrice. 1 heure de blagues sur elle, c'est ce qu'on disait. J'ai commencé à rassembler des blagues sur ma mère, j'avais, je ne sais pas, 45 minutes de blagues sur ma mère, puis j'ai écrit encore quelques trucs sur sa maladie et le fait qu'elle ait vaincu et enregistré un spectacle en son hommage. Elle est morte et chaque dernier dimanche du mois, je faisais un spectacle à Curitiba depuis la fin de la pandémie. Donc ça m'obligeait, par exemple, tes parents sont là-bas à Recife. Donc je tenais vraiment à y aller, même si ce n'était que pour une seule séance. Ce n'est pas grave, j'y allais, je n'y allais pas juste pour faire le spectacle. J'y allais juste pour ma mère, c'était une excuse. Exactement. Donc, à la fin de chaque mois, j'arrivais, je déjeunais, je prenais le café de l'après-midi, je faisais le spectacle. Le lendemain, je restais encore 2 jours avec ma mère. Oui, Tu vis à São Paulo, j'ai la chance d'avoir ma mère ici. Je l'ai amenée à São Paulo alors que toi, tu étais loin. ma mère ne venait jamais à São Paulo, même si ses sœurs y vivaient. Et si tu ne fais pas ça, juste pour expliquer, si tu ne fais pas ça, tu n'arrives pas à se voir. Tu n'y arrives pas. Toi, celui de mon... Mon père habite à Fortaleza. La fréquence à laquelle tu vois, hein? Fortaleza, Fortaleza. Ouais, oui, la fréquence. Et si on ne se force pas, on finit par ne pas se voir, hein? Ah ah. Elle était seule là-bas, car mon frère aîné vit à Arraial do Cabo et le plus jeune au Portugal. J'étais celui qui avait le plus de moyens. Chaque mois, je faisais un spectacle et restais avec elle. C'était super. Toutes ces années, chaque dernier dimanche. Pour la fête des mères, je programmais toujours le spectacle à Curitiba. Tu es génial. Afonso, il faut que je te dise, tu as été super. D'ailleurs, moi, j'ai vu une de tes blagues que j'ai trouvé tellement drôle, mec. Génial. Où tu disais que toute ta vie, tu as acheté une maison pour ta mère. Tu as acheté une maison au bord de la mer pour ta mère. Tu as acheté une maison pour elle. Tout ça, hein, pour rendre tes frères jaloux. Ouais. Ta mère meurt et maintenant, ils partagent la maison. Exactement. Oui, alors que tout était censé être pour elle, pour elle.
Et je voulais comprendre, enfin pas comprendre parce que je sais, mais je voulais que tu expliques comment tu trouves de l'humour dans une tragédie, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quand même quelque chose de mauvais là-dedans, je ne sais pas. C'était juste mauvais, n'est-ce pas? Alors, mais c'était quand le moment où tu t'es dit, je vais parler de ça? Ça a été instantané. Au moment où il est mort, j'ai appris que tu avais reçu la nouvelle, tu allais jouer au Vibra. Non, j'étais sur le point de monter sur scène, c'était culpados amigo, culpados amigos. On a fait les séances très espacées, il y avait 3 séances, mais c'était vers 2 heures de l'après-midi, vers 6 heures et vers 10 heures. Alors je vais au Vibra, ma tante à la séance. À la première séance, je vais au Vibra, c'était en fait le matin. Vers 10 heures, ma tante a envoyé un message, le samedi saint, juste avant Pâques. J'avais déjà prévu d'aller dimanche à l'hôpital avec mon frère pour passer Pâques avec ma mère. J'avais déjà acheté ce qu'il fallait pour Pâques. Tout était prêt, j'avais déjà acheté le chocolat à offrir. Tout était déjà en ordre, désolé. Ta mère était déjà sortie de l'hôpital. Ma mère, non, ma mère était hospitalisée parce qu'elle a subi la greffe, elle a suivi un traitement de 8 mois de chimiothérapie. 8 mois, ça s'est terminé en janvier. Alors voilà, quand ça se termine, le corps est prêt. Finalement, elle était prête pour l'autogreffe. On prélève, traite et remet la moelle. Elle a suivi tout ce processus. Et à ce moment-là, elle était à l'hôpital pour récupérer, parce qu'on se retrouve avec une immunité de bébé, bien sûr. Donc, 0 immunité. Les visites étaient autorisées seulement mercredi et dimanche. Seules 2 personnes inscrites sur la liste pouvaient lui rendre visite, tu vois. L'une entrée, puis l'autre après. J'avais annulé un spectacle le dimanche d'avant, j'étais à Campo dos Goitacazes avec Quatro Amigos, et le lendemain, c'était à Macaé. J'ai dit non, j'ai fait le spectacle de samedi, je me suis réveillé et je suis allé à Curitiba pour voir ma mère dimanche, pour lui rendre visite. Alors le mercredi, mon frère était là et il m'a dit, bah mec, ça ne sert à rien que tu viennes, parce qu'elle était un peu dans les vapes et tout ça. Mais dimanche, c'était la dernière fois que tu l'as vue. C'était la dernière fois que j'ai vu ma mère, et elle était déjà un peu dans les vapes, elle était déjà un peu bizarre. Samedi vers 10 heures, ma tante a appelé, ta mère va en soins intensifs, mais tout va bien, c'est une complication. Ce jour-là, le jour même, putain de merde. Dire, elle va en soins intensifs, tout va bien, n'a pas de sens, tu comprends? C'est paradoxal. Mais là, j'ai commencé à parler avec une amie à moi qui était médecin. Elle m'a dit, non, c'est normal, c'est ce qu'ils vont faire, blablabla. D'accord. J'ai continué à parler avec ma tante. Ma tante disait, non, on est là, je vais bientôt rentrer à la maison, etc. J'étais au Vibra. Il était un peu plus de 2 heures. Avant, ce qui était le plus fou, c'était à cause des amis, c'était la faute de Cabral et de Quatro Amigos. Ils ont présenté donc Thiago, Afonso Padilla. Non, on est apparu devant les 4000 personnes présentes. Ah. Il dit simplement, aujourd'hui, ce sera la troupe. Aujourd'hui, ce sera la troupe, ta troupe. Je serai là dans un instant. Les gens ont vu, ah oui. Je suis allé dans la loge, et là, il y avait Cambota, Marcio, Nando et moi. Cambota a appelé Marcio, qui devait joindre Nando, puis Nando devait m'appeler. Mais quand Marcio était sur scène, mon frère m'a appelé. Écoute, maman n'a pas survécu, elle est morte. Putain de merde. Là, j'étais un peu sous le choc. Sous le choc, j'ai raccroché le téléphone, il a commencé à pleurer. J'ai raccroché le téléphone, Di était en face de moi. J'ai dit, putain, ma mère est morte, je n'arrivais pas trop à comprendre ce qui se passait. Je me suis assis et j'ai dit à la production de ne pas m'annoncer, car je ne pouvais pas monter sur scène. Ils ont sauté mon tour et le public se demandait où était Afonso. Non, on organise déjà le voyage à Curitiba, mais regarde la logique d'un humoriste. Je me suis assis, que faire? Je dois aller à Curitiba, rien d'autre. Maintenant, elle est morte, il faut s'en occuper. Alors j'ai déjà acheté le billet pour 5 heures de l'après-midi. J'ai aussi acheté le billet de mon petit frère, qui était au Portugal, pour qu'il vienne à la veillée funèbre. Frérot, un tourbillon de choses se passait, et c'est quand j'allais à l'aéroport que j'ai fait ma première blague, même si elle venait tout juste de mourir. Elle est morte le samedi saint. Si elle était morte le vendredi saint, le dimanche, j'aurais eu l'espoir qu'elle revienne. Et donc, j'ai fait cette blague au chauffeur. Mec, c'est automatique. Au chauffeur qui m'emmenait, et le gars pleurait et riait en même temps. J'ai dit, putain, pourquoi j'arrête pas de penser à des blagues? Et je pensais à plein de choses, et en même temps que j'étais très triste, je me disais, putain, j'ai un spectacle le jour de la fête des mères, il faut que je rende hommage à ma mère d'une manière ou d'une autre. Et puis, Ça suffit, tu y es allé tout seul. à l'aéroport, je suis allé tout seul à l'aéroport, puis j'ai pris l'avion, j'ai pleuré pendant tout le vol. C'était vraiment, vraiment fou, cette sensation. Je n'avais jamais perdu personne, tu vois. Genre, je n'avais jamais perdu. J'avais perdu un oncle, un grand-père, mais avec mes grands-parents, j'avais eu peu de contact. Un oncle que j'aimais un peu plus, mais il y avait déjà une certaine distance parce que la vie nous avait éloignés. Et là, j'ai perdu directement ma mère, qui était la personne la plus importante, tu vois. Arrivé là-bas, j'ai géré toute la paperasse et c'est moi qui y suis allé. J'étais super inquiet pour toi. Oui, je sais.
Tu m'as envoyé un message très gentil. Non, parce que j'étais inquiet, parce que je me suis dit, bah putain, évidemment, je me suis mis à ta place, tu vois, parce que t'es merde à un spectacle et en même temps, t'es seul, t'as plus ton père, n'est-ce pas? Alors je me suis dit, merde, comment il va gérer ce problème tout seul, hein? C'est presque comme un coup dur et en même temps, putain, c'est génial, t'as beaucoup d'amis. Beaucoup de gens sont venus. Quand je suis arrivé à la maison, il y avait déjà des amis. Douro, Juninho étaient déjà là à m'attendre. Mes frères, mon grand frère était là, mes tantes, donc la famille. Non, Les garçons eux-mêmes, eux, Thiago est venu et tout le monde est venu. Les gars sont venus le jour de la veillée funèbre. Moi, j'étais ailleurs. Bruna est venue. Bruna, Denis, Guy, tout le monde, ils sont tous venus là-bas. Voilà, mais c'est ça, la comédie m'a toujours accompagné. Donc, je pense que ma façon de gérer le deuil est aussi passée par la comédie. Avec elle, quand mon père est parti, je faisais des blagues là-dessus. Quand j'étais adolescent, je ne savais pas comment aborder les filles. Et ça, que je le veuille ou non, c'est une période triste parce que, bon, tu es un gamin, tu veux t'en sortir d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que je fais? Des blagues. Donc les blagues m'ont sauvé plusieurs fois. mon fils s'est fait voler. Tu t'es fait voler, tu viens de le dire. Mon père avait le Covid. J'ai une blague incroyable, tu vois. Mon père a été hospitalisé dans le coma à cause du Covid. J'ai vu ça. J'y vais et je fais une blague. Mais oui, parce que, mais les gens, Elle, je pense, les gens veulent aussi savoir combien de temps attendre. Ma mère est morte un samedi, le dimanche c'était la veillée funèbre, et le jeudi j'étais déjà en train de faire un spectacle. Parce que d'abord, ma mère adorait me voir faire du stand-up, et puis il fallait payer la veillée funèbre, alors je me suis dit, mec, je vais travailler. Je vais travailler, et c'est une façon de tout sortir. Oui, parce que sinon tu gardes tout à l'intérieur, et nous, les humoristes, qu'on le veuille ou non, on est un peu mais je pense qu'il y a un côté un peu simplé. de rester tout calme, tu comprends? Je pense qu'il y a une poésie derrière et j'essayais de comprendre les types de rire, tu vois. Et les gens, je crois que beaucoup de personnes se demandent si le rire, c'est seulement pour se moquer et ils ignorent que l'humour, C'est un soulagement, tu vois? Putain, bordel, quel soulagement, genre. Je fais cette blague pour me libérer, pas parce que je pense que ma mère est nulle. je me moque parce que ma mère est morte. Je crois que dans l'imaginaire brésilien, le rire est souvent lié à la moquerie. Oui, c'est toujours en se moquant. Le rire aussi. C'est un... Des rires. Par exemple, Léo Lins a un autre rire. Léo Lins a un rire qui consiste à dire des choses que, putain, on ne peut pas, c'est interdit. Ton rire, c'est de l'identification. Un choc, oui. Mon rire, c'est quand le gars dit, putain, j'y avais jamais pensé. Chacun a son rire, oui, oui. Et ce rire, c'est celui du... Le comédien travaille avec tous les rires. Léo fait aussi de l'identification et de l'observation. Exactement, tout le monde. On utilise divers types. J'ai fait un spectacle à Santa Catarina et une femme m'a écrit en privé pour dire que je ne devrais pas plaisanter sur ma mère, alors que je venais justement de lui rendre hommage sur scène. Je testais ses blagues car j'allais enregistrer pour la fête des mères. J'ai expliqué que c'était ma façon de gérer le deuil, mais elle ne comprenait pas. J'ai dit « Luana Piovani, calme-toi un peu. Tu ne peux pas chercher à mesurer ça. » Et là, j'ai commencé à débattre avec la femme. Quelle galère, mec. Les gens ne comprennent pas et pensent que tu es insensible. Mais c'est très ponctuel, d'accord? Donc on a aussi tendance à penser que seules les personnes qui commentent... Non, la majorité des gens ont beaucoup aimé. J'ai reçu beaucoup de retours positifs. Beaucoup de gens qui ont emmené leur mère ont pleuré parce que c'est un hommage. Et en même temps, tu rigoles et tu te souviens de quelque chose. Je sais que tu as sorti le spectacle. Pourquoi n'as-tu pas pensé à voyager avec ce spectacle? Je trouve cela très fort. Il y a tant de gens. Quand j'ai fait cette vidéo, mon père était dans le coma. Hein. J'ai fait une vidéo qui, je ne sais pas, c'était une épiphanie. J'étais complètement perdu. J'étais vraiment mal en train de pleurer. C'est ça, il fallait que j'en parle. Quand je parle de ce truc, même pas comme une blague, quand je parle de ce truc de combien de temps il te reste, combien de rencontres il te reste avec les personnes que tu aimes. Mon père, je le vois une fois par an. Mon père était en train de mourir. En moyenne, non? Oui, la moyenne. Je vais voir mon père encore 15 fois. Et puis, il y a des grands-parents que tu vas voir 3 fois, je ne sais pas quoi. Ce truc-là, il y a un graphique, tu as déjà vu ce graphique? C'est le temps que tu passes avec les membres de ta famille. Tu vois la famille, puis ça diminue. Les gens, mec, ils vieillissent. C'est vraiment fort. Et donc, j'ai fait ce truc, mais genre, je l'ai juste fait comme ça. Je ne pensais pas à faire un extrait. J'étais en train de pleurer et tout. Et ce truc, mec, il y a des gens qui me croisent encore aujourd'hui dans la rue et qui me disent « Mec, ce truc-là a changé ma vie. Ce truc, je ne sais pas quoi. » Je ne sais pas quoi, tu fais réfléchir la personne, hein? Tu n'as pas pensé à en parler parce que je pense que quand on parle de famille, de mère, il y a eu Paolo Gustavo et tout ça, tu as eu un très grand engagement. Pourquoi sortir ça maintenant? Pourquoi pas? Je vais voyager pour raconter l'histoire de ma mère, cet héritage. Parce que je pense que, d'abord, si tu mets ça sur YouTube, je vais toucher beaucoup plus de gens que si je faisais le tour. Je pense aussi que c'est ressasser le deuil. D'accord. Tu as compris? Ça suffit, c'est fini. Je veux le faire. Je programmais le spectacle tous les dimanches. La fête des mères tombait toujours là. Le spectacle était déjà prévu.
La production demandait « On maintient, tu fais ?» J'ai dit « On maintient et je vais enregistrer le spectacle en hommage. » Je sais que la fête des mères sera très difficile, la première sans ma mère, seulement 1 mois après son décès. Mon petit frère était à Curitiba, il vit au Portugal. J'ai dit « Essayons ». Il y a un mot que je n'aime pas, mais c'est redonner un sens à la fête des mères. Ainsi, au lieu d'un jour très triste, on va beaucoup rire. Oui, et là, j'ai réussi à faire en sorte que ma tante, qui était très proche d'elle, vienne là-bas. Quelques autres amis. Donc le dimanche, la fête des mères, qui aurait dû être « Putain, j'ai perdu ma mère ». On était à la maison, je suis arrivé, souvenir. Souvenir, n'est-ce pas? Rappelons-nous des conneries qu'elle disait. En faisant du riz, mon frère a apporté du poulet, tout le monde mangeait et discutait. On riait, on se souvenait. Mon frère jouait du sertanejo à la guitare en pensant à ma mère. C'est comme ça qu'elle était géniale. Ma mère était comme ça, tu vois, mec. Tu abordes un sujet intéressant dont je n'ai jamais parlé, le deuil. Parce que je pense que toi non plus, tu n'as jamais vécu le deuil. Non, je n'avais jamais pensé au deuil. Comment tu vas aujourd'hui? Mec, est-ce que je me fais des illusions? Je crois que le sentiment que j'ai 1 mois et demi après, c'est que ça ne va pas passer. J'ai ce sentiment de merde. Cette petite tristesse va rester, mais en même temps, elle va t'accompagner et c'est pas grave si tu y réfléchis. Mais maintenant, c'est pour le reste de la vie, à chaque instant. Parce que par exemple, je vois une plante, j'ai vu ce mur de plantes, je me dis putain, ma mère aime les plantes, ma mère aimait les plantes. Ce sont des choses qui ramèneront la personne vers toi. Mais c'est ça, tu vois. Il y a des gens qui vont beaucoup pleurer. Mon frère était triste, il a beaucoup pleuré. Moi, j'ai fait des blagues. Chacun gère ça à sa façon et je pense que beaucoup de gens veulent juger ou dire « Putain, tu devrais être en train de pleurer, tu devrais faire je ne sais quoi. » Mais chaque personne, waouh, tu vas super bien pour quelqu'un qui a perdu sa mère, hein? Exactement. La personne se met en colère, du genre « Putain, tu fais un spectacle, tu as perdu ta mère. » J'ai dit « C'était de la poésie. » Tu parles de ça dans le spectacle? Oui. Que les gens attendent une réaction de ta part? Non. Et les gens qui t'enlacent en pleurant? Putain de merde, mec. On te serre souvent longtemps dans les bras, non? Mec, les gens te prennent dans leurs bras trop longtemps. Non, je sais. J'adore le « je sais ». Je sais. Je suis allé à Lorena, j'étais très énervé ce jour-là. J'ai fait mes blagues, puis une dame d'environ 90 ans est venue, car les vieilles dames m'aiment bien. Alors, parce que je parlais de ma mère, maintenant encore plus, et là une vieille dame très sympathique qui a apporté une fleur super belle, une orchidée, parce que ma mère aimait les orchidées. La vieille dame, environ 90 ans, elle a dit « Moi aussi j'ai perdu ma mère », et j'ai répondu « Oh madame, ça fait juste 40 ans, putain. Si ta mère vivait et la mienne non, j'aurais été énervé. » Madame, il est impossible que votre mère soit encore en vie. Mec, c'est dur. Mec, mais je me demande aussi, quelle est la limite de la mort, tu vois? Genre, c'est quoi la limite comme ça? Il y a un âge où on souffre. Mourir à 50 ans, putain, c'est triste. Non, ma mère est morte à 63 ans. C'est dur. T'es fou, mec. Parce que, comme ça, mais c'est moins que 40, ah? Non, bien sûr. Plus la personne est jeune, plus c'est choquant. Mais il y a un âge où c'est, putain, C'est ça. Il arrive un moment où, quand on annonce la mort de quelqu'un, on s'étonne qu'il était encore vivant. exactement. Tu comprends? Il y a un âge où la personne dit, je vais à la boulangerie, putain, tu dis, bisous. On se fait un câlin. Tu sais ce qui est dur? Tout le monde a un vieux dans la famille. Du genre, va dire au revoir à ton grand-père. Ça peut être la dernière fois que tu le vois. Ce vieux est là depuis 8 ans. Il revient sans cesse. Il enterre tout le monde, tout le monde. Écoute, c'est la dernière année, putain, de ce bordel. Ce vieux ne meurt pas. Non, à Noël, on appelle tonton Nolavo. Ça m'énerve, il doit être avec nous. C'est le vieux qui meurt. Un vieux déjà bien vieux qui meurt juste avant les fêtes. Mec, va te faire foutre. Il va gâcher la fête de tout le monde. Il a foutu en l'air la fête de tout le monde. Toi, avec ta maison à la plage, tu paies, et puis le grand-père est mort. Ah, insupportable. Meurt en août, il n'y a aucune fête en août. Putain, mais c'est vrai, mec, ça fout tout en l'air. Mec, mon grand-père est mort le jour de l'anniversaire de ma mère, mec. Oh, c'est dur, tu sais. Tu sais quoi? C'est dur parce que du coup, Là, l'anniversaire de ta mère, à chaque anniversaire de ta mère, elle souffre comme pas possible. alors l'anniversaire, ouais, ma mère est morte près de Pâques. C'était la veille de Pâques. Maintenant, à chaque Pâques, c'est fou. Et ça, c'est dur. Parce que, par exemple, ma mère est morte le 4 mars. Après un mois, le 4 de chaque mois, je me dis, putain, ma mère est morte ce jour-là. Le 4 devient, Il n'y a pas moyen, c'est inévitable. Mec, putain, tu es en train de baiser la fille, elle se met à 4 pattes. c'est inévitable. Elle se met à 4 pattes. 4 juin, putain de merde. Putain de merde. Mais c'était vraiment C'est comme ça qu'on gère. vieux. Mec, mais c'était vraiment fou de faire ce spectacle, tu vois. La première fois que j'ai fait les blagues, je commence déjà en parlant de ça, tu vois. Et puis j'explique pourquoi je fais ça. Parce que ma mère était une personne drôle et je commence à parler de ses traits de caractère.
Ensuite, je raconte des histoires d'elle avec mon frère aîné, avec mon petit frère, avec moi. Je retrace comment tout s'est déroulé jusqu'à sa mort, en faisant des blagues sur la veillée funèbre. Le spectacle est vraiment très drôle. Je pense que c'est l'un des spectacles les plus drôles que j'ai fait, aussi incroyable que ça puisse paraître. C'est sur YouTube, c'est sur ta chaîne? Sur Achismos TV, ma chaîne. La meilleure mère du monde. Non. La meilleure mère du monde, Afonso Padilla. Et il y a de nouvelles blagues qui arrivent, ça passe, hein? Ouais, voilà notre problème, mec. En tant qu'humoriste, j'ai enregistré le Dix le jour de la fête des mères. Et c'était la dernière semaine où j'ai fait le spectacle. Et puis j'ai continué à faire les blagues parce que jusqu'à la sortie, je peux encore les faire. C'est aussi une façon pour moi de dire au revoir. De nouvelles blagues arrivent et tu regrettes d'avoir enregistré ça. Je ne m'attache pas non plus, donc je me suis dit que ce n'était pas grave. Tu as changé ta façon de voir la mort après ça? Est-ce que quelque chose a changé? Tu lis plus sur le sujet? Non, j'ai lu à fond. C'était aussi une bonne façon de gérer. Ouais, j'ai lu Anna Quintilla, ça s'appelle La mort est un jour qui vaut la peine d'être vécu. Vraiment génial. Elle est médecin et conférencière en soins palliatifs. Elle est vraiment incroyable. Elle a une tétralogie, non? Ce sont 4 livres qui parlent du sujet. J'ai lu celui qui parle du deuil. Vraiment bien. J'ai lu celui de Simone de Beauvoir qui s'appelle Une mort très douce. Elle raconte comment ça s'est passé avec sa mère. Elle a accompagné la transition. J'ai regardé des vidéos. Certains humoristes ont profondément changé ma vie. Doc Stanhope, voilà, c'était lui. Je n'arrive plus à trouver ce foutu. Il n'y en a pas. Dans ce spectacle, il expliquait comment il avait aidé sa mère à recourir à l'euthanasie, non? Je connais Doc Stanhope, c'est impressionnant. Je suis devenu son ami. Tu connais cette histoire? Non. C'est dingue, c'est fou. Tu sais ça? Non, évidemment que je ne sais pas. Laisse-moi t'expliquer. Doc Stanhope est un humoriste un peu alternatif, tu vois. Ce n'est pas un gars du... Mais c'est l'un des meilleurs humoristes du monde. Pour les textes, il est vraiment très bon. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas plus mainstream, ni s'il le souhaite. Je pense. On ne sait pas, oui, peut-être qu'il ne veut pas, c'est très probable. Il est plutôt du genre rien à foutre de tout, non? C'est un humoriste dont je me souviens à l'époque où Netflix sortait peu de stand-up. À l'époque où il a sorti le sien. Oui, je cherchais, j'ai dit, mec, Doc Stanhope, je vais regarder. Et il a du matériel, ouais. Tu ne le connaissais pas non plus? Moi si, pareil. Je voulais juste voir du stand-up. Ouais. Parce que non, n'importe quoi qu'il y avait, il y en avait à l'appel. Il y en avait à l'appel. Il y a beaucoup de contenu. Heureusement, tant mieux. Mais à une époque, tu vois, il y avait nous et genre 5 humoristes américains qui apparaissaient. Je suis allé voir le spectacle de Doc Stanhope. Pendant 20 à 25 minutes, il racontait comment il a aidé à l'euthanasie de sa mère. La façon dont il en parle laisse penser qu'il l'a tuée, mais il s'agit en fait d'euthanasie. Et c'est lui qui donnait les médicaments à sa mère, et là non. Il fumait, avait un cancer du poumon et raconte tout cela. Et sa mère avait demandé à mourir. Tu te souviens de la cigarette avec elle avant sa mort? Mec. Alors j'ai regardé ça et j'ai dit, bah c'est la comédie à un niveau où, putain, c'est vraiment difficile, très avancé. Et il l'a fait avec une telle maîtrise que je me suis dit, ça pour moi c'est l'endroit où, putain, il faut vraiment que j'étudie beaucoup pour y arriver, tu vois. C'est une question d'étude, de dévouement et de temps. Certaines choses ne peuvent pas être accélérées, mec. Doc Stanhope, il fait du stand-up depuis 40 ans. Moi, j'en ai 15. Toi, t'en as 18, 20. Donc, c'est pas possible, mec. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Les mecs de notre génération ne sont pas comme nous aux États-Unis. Ce sont des gars qui sont encore... Ouais. Cette émission de Kevin Hart le montre, les mecs avec 15 ans de carrière dans la comédie sont encore ailleurs, ouais. C'est autre chose, ouais. Tellement que Rafinha, qui est le grand nom de la comédie brésilienne, il en est là. Évidemment, il a du succès, beaucoup de succès, mais c'est un gars qui galère, non? Il galère, il fait de la comédie, tu vois. Ce n'est pas le gars qui remplit des salles de 40 000 personnes. Et puis Doug, tu vois, j'étais tellement emballé par son spectacle que j'ai écrit sur Twitter à l'époque. J'ai dit, ah mec, je viens de voir le spectacle d'un gars qui s'appelle Doc Stanhope et tout. Il a commencé à me suivre, on a commencé à discuter, mec. Et puis quand je suis allé maintenant au... Trio est aussi son ami, il l'a déjà interviewé, non? J'ai entendu une interview de Pedro. Et puis je suis allé avec Murilo Couto à son spectacle. Il m'a invité à faire la première partie. J'ai fait la première partie de son spectacle. C'était vraiment bien. Et c'était vraiment génial. C'était incroyable d'ouvrir le spectacle de Doc Stanhope. Le gars que j'ai vu et... Alors, il est vieux, il est vraiment vieux? C'est un gars super cool, vraiment. Il parle des costumes de Didi, tu vois, il porte les mêmes costumes que Didi. Il est hyper enthousiaste, il trouve que la comédie brésilienne, c'est vraiment rock'n'roll et génial. Pour moi, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Tu es quelqu'un qui étudie beaucoup la comédie. Oui, et je t'ai déjà entendu dire que tu ne te vois pas faire autre chose. Tu es un excellent écrivain et analyste social. Je te trouve vraiment brillant. Souhaites-tu explorer un autre domaine que la comédie? Je ne parle pas d'arrêter la comédie. Non, mais quitter la comédie, je pense que je ne quitterai jamais. Je suis déjà en train d'écrire.
J'ai déjà écrit un livre pour enfants, Papa, où est Papy? Un autre sur l'abandon paternel et un recueil de chroniques. J'ai un recueil de chroniques écrites pendant la pandémie et j'en écris encore. J'écris surtout des chroniques et des dialogues dans un style proche de Luis Fernando Verissimo, plus que du stand-up. Et maintenant, je publie sur Substack, qui est super, ça ressemble au blogspot.com d'autrefois, en gros. C'est le blog rétro. N'est-ce pas, mec? C'est ça, c'est comme un blog. Là-bas, je publie 3 textes par semaine, seulement des chroniques, des observations comme ça. Oui, Substack, c'est vraiment cool, n'est-ce pas? C'est vraiment cool. Super, mais j'ai déjà peur d'avoir bientôt les textes à cause de Bolsonaro. Mais il y en a déjà, tu vois, des textes politiques, mais je pense que ce sont des textes politiques plus approfondis et avec un peu plus de fondement. Ce n'est pas juste parler et tout ça. Je pense que les 140 caractères ont vraiment foutu en l'air la société, tout comme les vidéos de 40 secondes ont vraiment foutu en l'air la société. Avant, c'était 15, avant, c'était 30, maintenant, ils ont augmenté parce qu'ils ont vu, parce que tu as... Il faut tout dire en 15 secondes. Donc la première chose que tu vas dire, c'est « un bon bandit est un bandit mort Si la personne a déjà compris et fait cela, tu développeras ensuite. ». Tu as déjà le titre accrocheur. Et donc, je publie là-bas. J'étais censé écrire, j'étais en discussion avec une maison d'édition, je suis en discussion avec une maison d'édition pour sortir un livre de chroniques. C'était lorsque Luis Fernando Verissimo est décédé. J'ai écrit une chronique parce que pour moi, il est la plus grande référence en comédie. Et j'ai écrit une chronique et cette chronique est devenue virale, grave. Elle a cartonné, touché beaucoup de monde, dépassé largement son cercle habituel, même atteint les enfants de Verissimo. J'ai aussi écrit un livre intitulé « Je voulais être Luis Fernando Verissimo. Je voulais être Verissimo ». J'étais déjà en train de négocier et d'écrire, sauf que là, ma mère est morte. Alors, mec, ça chamboule tout, genre, la mort te fait... C'était ta maison à la plage. Oui. C'était ma maison à la plage. Je ne sortirai peut-être pas de livre cette année, mais je continue d'écrire sans me presser. Je prends mon temps, j'écris et j'apprends, comme en comédie. Et là, je te demande, par exemple, t'as tout conquis, ça me sert aussi. T'as conquis énormément de choses. T'es putain Afonso Padilla. T'as déjà rempli des salles au Portugal, dans toute l'Europe, au Brésil. T'étais un gamin, putain, Pamela Pinez et tout, tu vois. Comment tu te vois dans le futur? Ou bien tu ne penses même pas à ça? T'as pas cette anxiété par rapport à l'avenir, à ce que tu vas faire? Quelles sont tes préoccupations en matière de comédie alors? Je pense que c'est vraiment de m'améliorer en tant qu'humoriste, tu sais. Parce que ce truc de « j'ai déjà réussi je ne sais pas quoi », je trouve ça insuffisant. Au moins, ça a commencé à changer un peu pour moi le concept de réussir, où je veux arriver et ce que j'ai déjà accompli. Mon objectif est de continuer la comédie et de progresser à chaque fois, même si c'est difficile quand on pourrait se reposer sur ses acquis. Je veux donc m'améliorer comme humoriste. Mais qu'est-ce que je vois les gars faire à l'étranger? Je regarde, genre, qui sont mes références. Bill Burr, c'était ma plus grande référence là. Tu vois, non? Ouais, tu vois Dave Chappelle là, à certains moments. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, d'abord, j'ai besoin de temps pour arriver là où ils sont arrivés. Et ensuite, il faut étudier et essayer, tu vois? Et j'essaye d'aller un peu plus loin à chaque fois. Donc, mon objectif, c'est de m'améliorer en tant qu'humoriste. Mais ce n'est pas genre, putain, il faut avoir plus de spectacles ou je ne sais quoi. Non, c'est vraiment une étape à la fois. Oui. Et j'ai du mal à faire de la futurologie. Je n'arrive pas à me projeter dans le futur. Mais c'est parce que j'ai un truc qui s'appelle la fantaisie. Tu as déjà entendu parler de ça? Non. C'est quand une personne n'arrive pas. Moi, je n'arrive pas à voir. Je n'arrive pas à imaginer. Je n'ai pas d'imagination. Comment ça? Genre, je n'y arrive pas. C'est juste noir. Cherche après. Ça s'appelle la fantaisie. Oui, par exemple, quand je ferme les yeux, je n'arrive pas à imaginer ou à voir l'image de ma mère. C'est une condition? Oui, ce n'est même pas considéré comme une condition parce qu'il n'y a pas de médicaments, pas de traitement, rien. C'est un pourcentage très faible. Mais est-ce une neurodivergence? Ce n'est pas vraiment une neurodivergence, mais ça en fait partie, tu vois. As-tu un moyen de voir la neurodivergence? Maintenant que je suis en train d'enquêter, on est d'abord arrivé à ça et on est en train de faire... Mais tu penses que tu as quoi? Je ne pense pas que j'ai, je ne sais pas. Tu n'as pas de mémoire photographique, c'est ça? Je n'ai pas de mémoire photographique. Et moi, je n'ai pas... Genre, mes frères arrivent à se souvenir des choses. Moi, je n'arrive pas à me souvenir. Attends, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Genre, c'est noir, moi, c'est juste... C'est juste, par exemple... Si tu me dis de fermer les yeux et d'imaginer un éléphant blanc, je n'y arrive pas. Mais comment tu crées? Je crée parce que, je sais pas, ce sont des mots, je ne sais pas t'expliquer. Mais je veux comprendre, tu sais, j'ai vraiment envie d'entrer dans ce sujet. Tu sais, João Baldo Ribeiro, le père de Bento. De Bento, il avait ça aussi. Est-ce que c'est pour ça que tu externalises? Oui. Je pense que ça peut être une façon pour moi d'y arriver. Comment fais-tu pour écrire un texte? Tu vois des images pour écrire? Non, ça ne vient pas. Non, mec, ça ne vient pas. Aucune image ne me vient. Tu es le chef du PT. Tu es le chef du PT.
En fait, c'est comme ça, je ne vois pas l'image, mais c'est évident qu'elle se passe quelque part. Mais je n'y arrive pas. Par exemple, rêver, c'est très, très, très difficile pour moi de rêver. C'est très difficile de se masturber sans rien voir. C'est ça. Sans rire, je te jure. Je n'arrive pas à imaginer. Imagine, oui, en train de faire l'amour, je n'arrive pas à imaginer. Je fais l'amour. Laisse-moi parler maintenant. William Bonner tout nu. Non. Rien ne vient, même pas l'image de William Bonner. On appelle ça la fantaisie, cherche. C'est vraiment dingue parce que moi j'étais là, mon frère se souvient de beaucoup de choses. Imagine telle chose, j'arrive à imaginer. Imagine un entretien d'embauche, quand ce truc où on faisait des exercices de groupe. Un tel machin sont en train de se noyer. Mec, j'en ai aucune idée. Mec, Mais j'en ai déjà entendu parler. mais je n'imagine pas. Une illustratrice géniale de Disney, c'est l'une des meilleures. Et elle en a. Imagine que tu sois illustrateur. C'est pour ça que je dis ça, car tu es scénariste. Le scénariste, c'est celui qui passe une idée de la tête au papier. Je vais te donner un exemple. J'aimerais avoir un peu de ça parce que je pense trop même. Mes pensées sont très constantes. Donc tu n'as pas d'anxiété alors. Je n'en ai pas, du moins pas pour créer de nouveaux scénarios. Je ne me mets pas à en créer de nouveaux, non. Tu ressens une certaine anxiété du genre je vais monter sur scène dans un instant, je veux que le spectacle soit réussi. Mais c'est une chose, mais c'est parce que, d'après ce que je comprends, d'après le peu que j'en ai parlé et ce que j'ai lu, oui, tu as ça. Par exemple, je n'ai pas d'image mentale et je n'arrive pas à visualiser, mais j'arrive tout de même à les mettre sur papier. Quand j'écris une scène, je ne l'imagine pas en train de se passer, je me contente de l'écrire. En fait, est-ce que tu n'es pas en train de reproduire les lectures que tu as eues? Au final, tout ce qu'on fait n'est qu'une référence, non? Certains pensent que c'est une question de conscience humaine, d'autres croient que les idées que tu reçois viennent de l'inconscient ou de l'inconscience. Personne ne fait attention à ces fous. Je ne sais pas. Mais des petits fous, Parce que tout est lié à des éléments extérieurs. Si tu prends une personne et que tu la mets à vivre au milieu de nulle part, elle va avoir une autre conscience. que celle qu'elle n'aurait pas. Certains y croient, et là c'est foutu car ça devient vaste. La personne dit un truc du genre « Mec, On ne parle pas de faits, n'est-ce pas? d'accord, D'accord. tu as compris? Donc tu es athée ?» Je suis athée, je suis athée. Ce truc de la vie après la mort, c'est juste un truc qui a changé après la mort de ma mère, c'est que je ne crois pas à la vie après la mort, aux esprits, etc. Mais je crois que la vie après la mort continue en nous, d'accord? Donc la vie, Tant que tu parles d'elle, chaque fois que je parle d'elle, vois une plante, raconte une blague sur elle ou entends du Sertanejo, je pense à ma mère qui aimait ce genre. Quand Boîte Azul passe, elle me revient aussitôt en tête. Elle vit à travers ces moments, tu comprends? Je comprends. Donc c'est ça, la vie après la mort. Autrement dit, les personnes qui font des choses mémorables, elles sont immortalisées. Carrément, carrément. putain, parce qu'elles ne meurent jamais. Ouais, certains font des choses juste pour mais. En même temps, presque tout le monde sera oublié à un moment donné. Ce sera vraiment fou. À moins que tu ne sois J'ai pété un câble. là-dessus. Moi, à moins que tu sois Hitler. Je suis déjà devenu fou. Tu savais que je suis déjà devenu fou à cause de cette théorie? Je vais te dire. Pour te dire, je suis déjà devenu fou à cause de cette théorie. Je dis ça dans mon spectacle. Mais il y a un truc, c'est que Hitler, il faut 100 ans pour être oublié. Je ne sais pas. Comme toi? Non, non. Les gars ont déjà fait des études. Il faut environ 100 ans pour que Mauricio Merel soit oublié. Avec les réseaux sociaux et YouTube, dans 100 ans, quelqu'un pourrait retomber sur lui et se demander qui est-ce. Ainsi, il sera rappelé. Le monde finira avant. Quand Tu seras en train de te reposer, le monde va... finir avant que 100 ans, je vais aussi être immortalisé. Mais dans ma thèse, pour Hitler, voilà le truc. Je pense qu'il s'est dit, je ne vais pas être juste un salaud, je vais être le salaud dont tout le monde va se souvenir. Donc si c'est pour être un salaud, autant laisser un héritage. putain, mais il aurait pu choisir une meilleure coiffure et une meilleure barbe pour qu'on se souvienne de lui toute sa vie, non? Il y tenait vraiment. Avec une barbe normale, personne ne s'en serait souvenu. Si on doit se souvenir de moi toute ma vie, je vais repenser ma coiffure. Mais les femmes n'allaient pas porter la petite moustache d'Hitler. Ouais, mais c'est la seule acceptée, non? Porte une moustache d'Hitler dehors, tu verras. Ici, je la porte, mais juste sur la chatte et les couilles. Sur les couilles, c'est vraiment dégueulasse. Sur les couilles, ici sur les couilles, là, tu vois, sur le dessus de la bite, sur le front. Ce n'est pas dégueulasse. Les femmes devraient rendre hommage, faire la moustache de Schindler qui sauvait les Juifs. Pourquoi pas? La petite moustache de Chaplin. Parfois, bah, c'était la moustache à la Chaplin que les gens trouvaient plus mignonne que celle de Hitler. Je vais tamponner, exactement. Je vais défoncer cette chatte. Le niveau a baissé. Les gars sont partis en deuil. Je pense que c'est ça. Des Juifs qui bouffent comme pas possible. Hein. Je vais éclater cette fille de... C'est pour mon arrière-grand-père. Putain, mec, t'inquiète. Ici, on ne dépasse pas 1h20.
Mec, putain, mais c'est ça. En gros, le spectacle parle de ma mère. Je veux donc que vous regardiez. Sortez d'ici directement. Allez regarder, je vais le dire. Afonso, pour moi, est l'une des références en comédie. Je pense que on dit toujours, on revenait dans l'émission Rachando Obico là-bas. On se demandait qui au Brésil s'en sortirait très bien. Toi, on t'a mis en finale. Toi, Saro, parce que Saro, il est charismatique et il réussit beaucoup. Qui d'autre on a mis? Patrick, parce qu'il est un peu différent. On a commencé à essayer de créer Je serai en finale, d'accord. de l'émission. J'y serai. Putain, Mais tu es compétitif? avec moi-même. C'est ça. Mais alors, si tu l'es avec toi-même, tu vas déjà vouloir être. Je suis très compétitif avec moi-même. Je ne suis pas compétitif. Tu t'en sors bien? Je ne suis pas comme ça. Waouh, Afonso fait 6 séances. Non, non, je me dis putain, Afonso a son public, j'ai mon public. Je ne sais pas si je veux attirer le public de Whindersson. Je ne sais pas si je veux prendre mon public, c'est mon public. Je me sens mal en parlant ainsi. Avant, je faisais 3 séances ici, maintenant une seule. Il s'est passé un truc. Tu sais ce qui étouffe? J'en parlais avec Bruna. Et aussi, pour revenir à ce qu'on disait sur toi, mec, au lieu de souffrir parce que j'en faisais 3 et maintenant j'en fais une, putain, je pense qu'il faut plutôt se dire, merde, l'année dernière, je suis allé à Jundiaí et j'ai fait 2 séances à 3000. Cette année, j'y vais et j'en fais une à 900. Je pense qu'il faut d'abord rappeler qu'il y avait d'autres facteurs en jeu à ce moment-là. Ensuite, il faut se dire, putain, c'est fou, j'ai déjà fait 3000 personnes d'ici. Aujourd'hui, je fais 900 personnes et il y a encore beaucoup de monde. Les gens considèrent cela comme un échec, ce qui est absurde. Ouais, j'ai eu une émission. Et c'était déjà très cool. J'ai eu des problèmes et c'est toujours très cool. J'ai eu une émission. Avec Nos amis chez Globo, tu vois, moi, Bruna, Thiago, Murilo et tout. Et puis les gens disant comme ça a échoué. Je dis non, mon frère, j'ai fait une émission sur Globo. il a dit non, c'était vraiment cool. Oui, j'en profite, j'ai gagné de l'argent. Non, calme-toi, tu as gagné de l'argent, offert du travail à d'autres humoristes, un nouveau public te regarde. Comment ça, c'est nul? J'ai fait un projet pilote, ils l'ont approuvé. C'est déjà une victoire. J'ai fait la première saison, Ça a marché. ils ont approuvé, ils ont fait la deuxième. Alors, s'il n'y a pas de troisième, c'est un échec. Tu te demandes jusqu'à quel moment tu regardes l'échec au lieu de regarder le succès. Il y a une interview avec Tetu Kumpo, le joueur de basket. Elle est tellement bien. Tu l'as déjà vue? Oui, oui. Gianni Tetu Kumpo, joueur de basket d'origine nigériane, vient d'une famille nigériane. C'est celui qui a répondu au téléphone quand sa mère a appelé pendant l'interview. Pas lui, l'autre. Celui-là est vraiment bien, tu sais, cet appel. C'est le même, mais l'interview est très bonne. Il a dit, cette année a été un échec. Il a dit, mon frère, si tu regardes combien de fois on gagne au basket, c'est bien moins que le nombre de fois où on perd. Arrête de penser que le succès, c'est seulement une question de temps. Il dit ça, il dit, mec, c'est vraiment fort. Putain, il dit, mec, cette année, on n'a pas gagné le championnat. L'année dernière, on a gagné. Michael Jordan a joué 80 saisons et en a gagné 6. Donc, il est un perdant. C'est très faible et si les gens veulent toujours considérer ça comme une victoire, c'est nul. Genre, là, Afonso est en baisse, hein. Non, alors, ces derniers temps, aussi bien avec Quattro Amigos qu'au Show Sol, on vit ce moment-là, tu as déjà vu. Ça a beaucoup diminué, ça va par vague, c'est normal. Et là, on a failli tomber dans ce truc de putain, merde. On a Qu'ils ont fait quelque chose. urgent. Et tout ça, non mec, c'est normal. Quand ça a commencé à baisser, on a mis les pieds sur terre et on l'a fait. T'es malade, regarde tout ce qu'on a déjà fait. C'est ça, regarde combien de gens vont encore regarder. Non, et ça va revenir. Il faut continuer à travailler, c'est ça. Il faut continuer à travailler. Et ça va revenir. C'est pour ça que quand tu demandes, c'est quoi ton objectif? Continuer à faire de la bonne comédie pour que bientôt les gens se disent « Oh putain, je vais aller voir ça ». J'en ai aussi parlé avec Murilo Couteau. C'est vraiment sympa qu'on en parle, bien sûr, parce que On est des ouvriers de cette merde. Je dis toujours ça à Rabinho, un autre ouvrier. un autre carrément, Rabinho en est à Ving et puis ça continue. Et là, putain, maintenant, il en est à 300, la panique. boum boum. La bombe explose, ça baisse, puis reprend. Ça va jusqu'à l'affaire de la Coupe du Monde qui a merdé, ça baisse encore et revient. Donc, je plaisante toujours en disant qu'il y a une constante à laquelle tu dois faire attention sans regarder ni en haut ni en bas. C'est une constante. La constante, c'est de travailler. C'est une constante. Travailler et être heureux de faire ce que tu fais. Parfois, tu vas être un peu plus énervé, parfois je suis malade et je n'ai pas envie d'y aller, mais en même temps, c'est vraiment cool de pouvoir faire ce que je fais. Putain, c'est vraiment cool. Gagner l'argent que j'ai gagné. Mec, grâce à la comédie, j'ai pu offrir plein de choses. Comment pourrais-je être ingrat en disant putain, la comédie maintenant, t'es fou? Non, mec, tout ce que j'ai pu offrir, aussi bien dans ma vie que pour ma mère, c'est grâce à la comédie. Et plus que ça, quand je vois les gars sur Netflix, Chappelle qui se réunit avec Chris Rock, je sais pas, ils font un spectacle ensemble, je me dis, oui, eux aussi, ils ont ce truc du genre, j'ai besoin de l'autre pour donner un coup de main. Quand Rafinha était là et qu'il y a eu le problème aux États-Unis, il a fait un spectacle avec moi.
Tu penses que tu es allé voir moi et Rafinha au... Je me souviens du vendredi au Renaissance. Putain, j'ai vu que je partageais la scène avec Rafinha, bientôt avec toi aussi. C'est génial, Murilo va être bien, moi moins, il va m'aider à progresser. C'est ça que je trouve génial. Et continuer, même si on ne travaille pas ensemble, tu sais que t'as, putain, quatre amigos, ils remplissèrent la salle. Avant, c'était toi. La comédie marche pour beaucoup de gens. Maintenant, c'est Albany, puis Albany, Gunning et un autre. Oui, c'est ça. Bruna entraîne les autres. Bientôt, ce sera le suivant. L'essentiel, c'est qu'il y a toujours la comédie. Avant, on faisait beaucoup pour que les gens voient qu'elle est toujours là. Il vit. Il y a aussi les plus petits. Ici, on en fait 40, un autre ailleurs, 2 ailleurs. Dire qu'Afonso est pire que Ventura ou que Ventura vaut mieux que Merel, c'est stupide. Ce sont des comédies. C'est vraiment un des trucs d'Internet qui est chiant. C'est la comparaison. Les gens comparent, ils ont commencé à tout comparer, tu vois. Tout. 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 Le bien, le mal, tout était manichéen. Si tu es bon, l'autre est mauvais. Si j'aime Padillo, Mauricio est mauvais. Dans ce commentaire, il doit déjà y avoir des gens. Non, moi, je préfère ce type-là, alors va te faire foutre. Mais ne lis pas non plus le commentaire. J'ai cessé de lire il y a 2 ans. C'est bien. N'est-ce pas? C'est bien. Putain, je ne lis pas. Tu as déjà vu quelqu'un parler dans les commentaires ici de... Non, heureusement que tu ne lis pas. Je ne lis pas, mec. Ouf. Ouf. Je ne lis pas. Commente autant que tu veux, je ne lis pas. Tu sais pourquoi je lis? Elle lit. Ma femme lit, nous lisons. Ma mère lit, pas moi. Je lui disais d'arrêter. Elle continuait sans répondre. Tu sais pourquoi? Parce que le gars qui commente, je respecte ceux du public, c'est ton droit de ne pas aimer. Mais là, tu es... Bah, je ne sais pas qui c'est la personne. Je ne connais pas ses critères pour que je sois affecté par ses critères. Une chose, c'est si Padilla vient me voir et me dit « Mec, j'ai vu ton spectacle de comédie. Franchement, j'ai trouvé ça un peu nul ici, je ne sais pas quoi. » Eh bien, je respecte ton avis, donc je vais écouter. Ou l'avis de, je ne sais pas, Mathéus. Je sais que c'est un gars qui aime la comédie. Il n'a même pas besoin d'être humoriste. Mais bon, qui sait? Claudeci de Boavista. Pourquoi est-ce que je regarde? Tu es mauvais? Oui, et parfois, il aime Palassa Amendoam, qui est une autre ligne éditoriale. Alors quoi? Mauvais? C'est quoi être bon? Je me concentre alors sur Claude Sy et adapte ma comédie pour lui, bien sûr. Exactement. Alors qu'il y a des gens qui sont Claude Sy. Photo de Sandero, lui avec une photo de Sandero. Sandero avec des lunettes, énervé, écrit « But, États-Unis ». Non, donc c'est ça. Cool. Bon, je vais terminer. Mec, j'ai oublié d'offrir le cadeau, hein? Il faut donner le cadeau. La conversation a continué, mec. Non, je suis venu par Internet. Je le sais. Mec, ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé dans un podcast. Nulle part, tu vois. Alors, tu as vu que tu étais sans vêtements? Non, en fait, je porte toujours les mêmes. Le t-shirt commence déjà à s'user, tu vois. J'y tiens parce que Insider sponsorise la comédie, mec. Je te jure. Je vais le dire. Beaucoup de la comédie. Je le jure devant Dieu. S'il y a une entreprise qui sponsorise, qui a sponsorisé, l'Albanie est sponsorisée par Insider, moi aussi, Igor Fina, qui est super bon, Igor Guedes. Il y a plein de gens qui sont sponsorisés par Insider et il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Putain. Tu penses que Magazine Luiza va investir sur nous? Ils ne vont pas le faire. Les gars investissent bien. Alors, remercions Insider. Juste pour expliquer, je pense que tout le monde connaît déjà. Mais ce sont des vêtements avec de la technologie, des vêtements du futur. Je tiens toujours à dire vêtements du futur. C'est un vêtement qui ne retient pas les odeurs. Il se défroisse sur le corps. Et c'est vrai, même si Patricia pense à cette blague en disant que non, mais c'est vrai, c'est un fait, et on utilise... Incroyable. Ils portent vraiment des vêtements technologiques. Mais oui, putain, mets le coton et mets celui-là. Coton. Qu'est-ce que tu vas faire à part la technologie? Tu dois recharger le t-shirt? Tout ce qui est technologique, il faut le recharger? Oui, je crois que tout fonctionne presque à pile ou à l'électricité. Tu crois que la technologie repose là-dessus? Moi, là-dessus, je ne sais pas, on demandera à Google après. Ensuite, on te demandera, toi qui es notre JGPT. JGPT, c'est pénible? JGPT est pénible. Laisse-le là, d'accord? Le code promo est là, utilise le code promo et encore une fois, vas-y maintenant. Je n'ai même pas besoin de demander. Mais si tu ignores le travail de Padilla, j'en doute fort, car si tu me connais, tu connais aussi Padilla. Va voir son nouveau spectacle. Je pense que, plus que jamais, ça en vaut la peine. Ce gamin a écrit ce spectacle récent, il vient d'avoir un incident, il a transformé un gros problème en comédie. Je pense que ça doit être vraiment valorisé, et pas seulement pour ça, parce que Padilla est l'un des grands noms de la comédie. C'est un gars dont je suis vraiment fan, merci. C'est un gars avec qui, dans 50 ans, on dira encore des conneries, comme il y a 10 ans, quand on se demandait si, 10 ans plus tard, on serait encore ensemble à parler de comédie. Dans des boulangeries ici et là, nous sommes encore ensemble, prouvant qu'on est résistants. Merci les gars, au revoir.